Là, tourne ça. Comme ça, à l'envers. Cette hebdo-édition du dimanche 11 août 2024. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Affaire Glencore, le gouvernement camerounais a décidé de se porter partie civile dans les procès en Suisse et en Angleterre. La décision est prise par le président de la République qui a autorisé le ministre des Finances à défendre les intérêts du Cameroun dans ses affaires judiciaires. On apprend également d'un communiqué de l'administrateur général de la SNH qu'une plainte a été déposée depuis le 6 novembre 2023 au TCS. Pendant ce temps, Maître Akerimuna, celui par qui le scandale a été révélé à plusieurs Camerounais, projette une marche pacifique à Londres pour réclamer les noms des complices camerounais. Et ce mercredi 7 août 2024, le quotidien Mutation titre « Bataille des vice-dieux, le coup de gueule de Laurent Esso ». Le 3 août dernier, apprend-on du journal, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux a saisi l'occasion de la projection grand public du film documentaire Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, pour passer un message à ceux de ses collègues qui, dans l'appareil de l'État, se comportent comme si le bateau Cameroun n'avait plus de capitaine. Attention, le président Paul Biya ne dort que d'un seul œil. Et pour sortir de cette émission, on parle sport. La Fédération camerounaise de football a annoncé ce 6 août la résiliation du contrat qu'il a lié à l'équipementier One All Sport, conclu en août 2022, le 9 août. Le contrat était prévu pour durer au moins 3 ans et prévoyait entre autres que l'équipementier verse 1 milliard de francs CFA chaque année, des équipements pour les sélections nationales à hauteur de 650 millions de francs CFA et à partir de la deuxième année de contrat, un bus de stand-in VIP. On parle de tous ces sujets avec vous, Paul Maël. Vous êtes journaliste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour de m'avoir invité. Merci de m'avoir invité. Bon. Le regard, c'est un plaisir d'être une fois de plus sur ce plateau ce matin, surtout que je retrouve des personnes pour qui j'ai beaucoup d'affection. Je ne vais pas les nommer le temps que vous les présentiez. Avec vous, on parle de ce préavis de grève des pilotes de Camerco qui remettent en question la gestion du top management actuel. Ça faisait pourtant longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de la compagnie aérienne et de ses incessants tourments, j'ai envie de dire. Oui, mais je pense que le problème est ailleurs. Le problème est beaucoup plus sérieux que ça. Il est plus structurel qu'il n'est fonctionnel. Vous savez que la Camerco, c'est une société qui vit sous, si on était dans le jargon médical, on dirait que la Camerco vit sous assistance respiratoire. C'est une société qui vit depuis des années de perfusion. Il y a une réforme, une grosse restructuration qui est nécessaire, mais on a pensé ces 10 dernières années qu'il faut à chaque fois changer de top management pour que ça marche, et on se rend bien compte que chaque fois qu'on change un directeur, les problèmes restent les mêmes. Et là, quand on veut être pragmatique, il faut arrêter de faire ce qui ne marche pas et faire ce qui marche. Le problème, c'est que on a l'impression, je préfère dire ça comme ça, on a l'impression que le gouvernement de la République fonctionne un peu par défi par rapport à la population. C'est-à-dire que nous faisons ça pour pas qu'on dise que si nous ne faisons pas ça, on dira que. Parce qu'il est important aujourd'hui, moi la suggestion que je ferai, et c'est pas ma suggestion à moi, c'est la suggestion de plusieurs spécialistes du secteur de l'aéronautique, de plusieurs spécialistes de l'économie, qui disent qu'il faut fermer cette entreprise, il faut avoir le courage de dire que bon, ok, ça n'a pas marché, et essayer autre chose. Aujourd'hui, Camerco a... Le premier atout pour une compagnie aérienne, c'est la flotte. Camerco, visiblement, n'en a pas. On a du mal déjà à couvrir. Moi, quand je vois, on annonce des vols sur le continent et même à l'extérieur du continent, je ris un peu parce qu'on a déjà du mal à assurer la liaison Douala-Yaoundé. Donc, il y a des problèmes structurels aujourd'hui pour la simple et bonne raison que Camerco n'est pas en capacité d'assurer ses charges de fonctionnement, est la deuxième ou la première entreprise la plus endettée du Cameroun. Oui, Hervé. Donc, il faut avoir le courage à un moment donné d'arrêter... L'une des entreprises, en tout cas. Oui, l'une des entreprises les plus endettées. Toutes sont endettées, mais Camerco, quand vous n'arrivez plus à supporter vos charges de fonctionnement, quand vous avez du mal à régler des éléments comme le salaire des fonctionnaires, des employés à temps, ça veut dire que les voyants sont au rouge et il faut arrêter et passer à autre chose. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche en face à vous, Hervé Emmanuel Com, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, membre titulaire du comité central. Bonjour Monsieur Com, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Princesse, bonjour à tous les millions de téléspectateurs de cette éminente émission, cette hebdo. Alors, j'avais prévu de vous interroger sur les Jeux Olympiques de Paris, mais j'imagine que vous voulez dire quelque chose sur Camerco avant. Oui, je pense que c'est à Paul qu'il fallait adresser la question sur le sport. Il est incollable. Non, mais Paul a fait un très bon résumé sur la situation de Camerco, qui est en fait le résumé applicable à toutes les entreprises publiques qui ne marchent pas.
C'est-à-dire que l'État devait avoir une approche globale de ses investissements, une surveillance plus accrue et surtout le respect de ses engagements en tant qu'actionnaire. Parce que lorsqu'il y a un problème, c'est que l'État est en retard. En plus, là où il faut faire rôder le management, on ne bouge pas, mais Camerco, c'est devenu une maison de passe où tous les week-ends, on voit un nouveau client qui arrive et il ressort. Mais au-delà de ça, dans ce qui est factuel, est-ce qu'on a besoin d'une compagnie aérienne? La réponse est oui. Est-ce que Camerco est stratégique? La réponse est oui. Parce qu'il ne faut pas continuer à enrichir Air France. Vous avez vu la lettre du président du GECAM, qui est l'illustration de ce que nous devons avoir comme attitude par rapport à ce qui se passe. Mais il y a un autre problème du quotidien. Cette grève au Perlé, il y a des fuites à Camerco. Manifestement, le management n'a pas une communication interne et externe adaptée. Il faut qu'il fasse une évolution. Il y a des garçons compétents comme Joe là-bas. On ne comprend pas pourquoi, dans une situation comme celle-là, le patron, le mandataire social devait mettre en bloc son équipe pour qu'il fasse corps. Parce que moi, je dispose des informations. L'État est certainement en retard, mais par exemple, le Boeing est déjà là. Il est en mise en forme pour commencer à voler 737. Il y a tout. Lequel des Boeing? Un nouveau Boeing 737. Un nouveau? Acheté ou en leasing toujours? Acheté. Je vous donne une information, bon, je m'exprime, c'est une fuite. On a des oreilles. Mais pourquoi est-ce que le patron de Camerco ne... Donc ce que vous dites, c'est qu'en plus du Boeing abandonné, il y a un nouveau qui a été acheté. Il y a un nouvel avion qui est en pleine mise en forme, mais il y a un problème de management. C'est-à-dire, vous savez que la communication est une arme stratégique dans le management moderne. Si le patron de Camerco n'a pas su communiquer avec son personnel, comment il peut communiquer avec l'extérieur? Il faut que vous soyez en paix avec votre famille pour être fort à l'extérieur. Deuxième chose, l'État lui-même doit prendre ses responsabilités. Il ne peut pas laisser traîner cette situation. Et nous sommes un peu mutilés de notre capacité de mobilité intercontinentale parce que Camerco ne va pas bien. Air France peut augmenter les prix comme il veut. Il est en situation de monopole avec quelques compagnies périphériques qui l'accompagnent dans cette affaire. Est-ce que Camerco peut être rentable? Oui, à condition qu'il soit bien géré et que ce ne soit pas la compagnie à disposition des femmes, des privilégiés qui vont se faire coiffer à Paris ou à Abidjan. Vous parliez justement de communication. Il y a un problème de communication. En interne. Deuxièmement, on est surpris de savoir qu'après avoir pensé qu'un militaire pourrait introduire la discipline, il ne s'agit pas de discipline. Hein. On ne commande pas les gars d'une telle capacité, spécialité comme un commandant de bord, comme on commande les militaires. Donc il faudra trouver un management en harmonie avec les missions de Camerco et faire en sorte que cette compagnie retrouve la noblesse dans l'environnement économique. J'insiste quand même sur la question des JO en une minute. Jeux Olympiques de Paris 2024, 30 officiels, 6 athlètes, 0 médaille. Titre vous du voulez journal. Parler de la participation camerounaise? Bien sûr, c'est le titre du quotidien Le Jour. Je passe cette patate chaude à... Non, j'insiste. Je pense que nous n'avons pas été suffisamment présents comme nous l'étions dans le passé, dans ces Jeux de Paris. Je rappelle juste qu'à Tokyo, c'était pareil en 2021. Qui est approximative et dans des disciplines comme le Nambuko, où on pouvait être un peu plus visible, on ne l'a pas été. Et la nouvelle aussi, c'est que quand on voit qu'une Camerounaise, même si elle porte un drapeau dit des réfugiés, se trouve dans les meilleurs dans le monde, ça veut dire que nous avons un problème de prospection de nos meilleurs athlètes et un problème de préparation même de nos équipes. Maintenant, quand vous parlez du décalage, c'est-à-dire que les missions ont coûté plus cher que le sport lui-même, je laisse l'appréciation de ceux qui nous écoutent. Donc il y a un problème, il y a un gros problème. Vous ne pouvez pas avoir plus d'officiels dans une manifestation que les acteurs de la manifestation. Ça veut dire que le drapeau Cameroun n'a pas été là où, sur le mât sur lequel il devait flotter. Et je dis à mes amis qui ont des responsabilités dans ce secteur qu'il faut qu'ils se reprennent. Comment voulez-vous aller à une compétition de telle nature quand dans l'athlétisme, il y a des débats, on ne sait pas qui est président, qui n'est pas président. On veut qu'on donne de l'argent à celui qui n'est pas légalement en position de l'avoir. On veut arrêter. Le Cameroun ne va pas inventer le monde. On est sur Terre. Et cette situation d'extraterrestre permanente commence à être nuisible à l'image du Cameroun. Et c'est un trouble à l'ordre public. Merci Hervé Emmanuel Combe d'être avec nous ce dimanche. J'espère simplement que vos propos... Oui, je sors de l'église. En plus, j'ai été inspiré. Ce que je voulais dire, je sais que vous êtes certainement au courant. Certains de nos confrères, justement, ont été suspendus.
un principalement a été suspendu par le Conseil national de la communication cette semaine. D'autres ont reçu un a été suspendu ainsi que l'émission. De Douala. Un a été suspendu ainsi que son émission, et une a reçu un avertissement. C'est dire que le Conseil national de la communication est très regardant en ce moment. Attendez, vous n'allez pas introduire un couvre-feu dans la communication. Il ne faut pas que ça continue. Peut-être que c'est à vous justement de porter le message, ce message-là. Bien, mais les libertés doivent être encadrées. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le Conseil de la communication. Ils ne sont pas infaillibles. Même les scènes écritures sont critiquables par certains aspects. On peut suspendre des personnes, mais il ne faut pas porter atteinte à l'activité d'une entreprise. Parce que les médias sont des entreprises. Et Paul Maillot est mieux placé que moi pour le dire. Et cette histoire qui consiste à suspendre, par exemple, l'activité d'une entreprise, vous allez toucher des personnes qui n'ont rien à voir avec le fait qu'il y ait mise en cause, c'est-à-dire les familles et d'autres. Donc, je crois qu'il faut encadrer, oui, l'expression, la liberté, c'est bien, mais ce n'est pas une opinion d'insulter les gens sur un média. Donc, il y a des journalistes, quand ils sont sous sanction, je ne vais pas pleurer pour eux, que le Seigneur m'écoute. En tout cas, merci d'être avec nous ce dimanche, Hervé Emmanuel Com. Face à vous, le docteur Serge Alexis Lombat, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Aux panélistes, et merci de m'inviter sur votre plateau. Alors docteur, comment est-ce que vous analysez la récurrence de vols de bébés au Cameroun, notamment dans les formations sanitaires? J'interroge avec vous l'implication des personnels de santé. Alors, je vais d'abord revenir un peu sur, oui, vous avez le droit. sur les JO. Vous avez oublié d'ajouter qu'il y avait un président en plus et qu'il y avait aussi des ministres qui étaient là pour accompagner les 6 athlètes. Et c'est tout simplement dommage. Ça rejoint un peu aussi la question de la caméra, où la gestion en gros est calamiteuse. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire. C'est pour ça que vous voyez, le brillant avait comme des problèmes pour pouvoir justifier tout cela. Donc, ça commence bien. Non, simplement que je dis ce qui est vrai. Il y a une seule personne qui décide de tout. Et quand vous arrivez à cela, vous vous rendez compte que tout ce qu'il y a comme brillantissime sportif au Cameroun, les handballeurs, les volleyeurs, les footballeurs et tout ça, on tombe dans une marmaille où on a les résultats que nous avons. Bon, en ce qui concerne le vol de bébé, c'est un phénomène assez récurrent. C'est pour ça que vous allez voir qu'à une certaine époque, on a imposé donc aux structures hospitalières publiques de mettre en place des caméras, la vidéosurveillance. Parce que je vous rappelle que ceux qui volent les bébés, ce ne sont pas les gens de bas étage. C'est souvent des gens... vous connaissez l'histoire de Tchatchoua Vanessa. C'était pas... Sauf que Maître aujourd'hui. Elle est avocate désormais. Sauf que la justice n'a pas dit son dernier mot sur cette affaire. Officiellement, on ne sait toujours pas qui, jusqu'ici, est en possession du bébé de Vanessa Tchatchou. D'accord, vous savez qui était soupçonné dans l'affaire. Donc du coup, ça va traîner longtemps. Donc on sait comment ça se passe. Aujourd'hui, dans presque tous les hôpitaux, ce qui concerne la ville de Douala que je connais un peu, on a mis partout sur place des caméras pour pouvoir surveiller. Et vous savez que la complicité est toujours interne. Parce que vous voyez mal quelqu'un venir prendre un enfant dans une maternité sans qu'au moins une personne interne ne soit au courant. Ça, c'est connu, c'est sûr. Mais après, les gens n'arrivent pas à procurer, ils trouvent toujours un moyen tordu pour pouvoir se faire. Ça, c'est beaucoup plus dans les formations publiques, parce que dans le privé, c'est très très difficile. Il n'y a pas des milliers d'accouchements et c'est des choses qui se suivent. Absolument. Donc, il faut savoir qu'une femme, pendant une grossesse, a un suivi. Et c'est souvent par là, par rapport à son profil, est-ce qu'elle est pauvre, est-ce que voilà, celui qui a besoin de tout ça, ça compte, ça permet pour les prédateurs de choisir qui est-ce qu'on peut toucher sans qu'il y ait un impact. Vous n'allez pas aller voler l'enfant d'un ministre. C'est pas possible. Donc c'est souvent les personnes les plus pauvres qui se voient arracher, entre guillemets, leur bébé. Et vous voyez que parfois la justice met longtemps. Regardez le temps depuis que Vanessa a perdu son bébé. Jusqu'aujourd'hui, ça fait beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on n'a jamais la preuve
certaine que c'est telle ou telle personne qui a été... voilà. Donc, il faut mettre plus d'accent sur la surveillance et sur la qualité du personnel qu'on recrute. Parce que, attendez, quand vous avez prêté serment quand même, il ne faut pas vous amuser à laisser filer les bébés comme ça. J'appelle ça laisser filer les bébés. Parce que lorsque vous décidez, par exemple, de changer un enfant, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent quand il n'y a pas de vigilance. Mais ça date depuis mon année de naissance. Voilà, on volait les bébés à l'hôpital indigène. Voilà, on les échangeait en fait. Voilà, ils échangent même. Parfois, une dame ne veut pas ça, on fait ceci, on fait cela. Après, vous savez, quand vous prenez un enfant qui n'est pas le vôtre, demain, vous pouvez avoir des conséquences terribles. Absolument. Au niveau, on veut faire un traitement, on dit, bon, écoutez, il faut donner du sang, il faut faire des choses, on fait un prélèvement, et on se rend compte qu'il n'y a aucun rapport entre vous et l'enfant. Mais docteur, moi, il y a quelque chose qui me gêne. Comment on peut trouver un enfant volé à 300 km avec la rapidité qui a eu lieu? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on nous cache. Oui. Un enfant qui est volé à Yaoundé, c'est le cas, quoi. Oui. Et l'enfant était retrouvé à Ibolo. Oui, il y a des complicités. Donc, ça veut dire que c'est une chaîne, c'est une organisation. C'est ce que je disais qu'il y a des complicités internes et externes et qu'il faut simplement être prudent parce que le vol part de l'hôpital. Absolument. Ça part de l'hôpital, donc c'est là, à partir de là, qu'il faut être prudent. Merci docteur d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, Hilaire Zipan du MP. Bonjour monsieur Zipan, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, pour être précisément président par intérim du MP, pas du MP, président par intérim, bien sûr. Il faut donner la qualité et le titre pour que ça convienne. C'est comme ça, à ce titre-là qu'on m'avait invité sur ce plateau, si j'ose croire, la reine. Vous avez dit tout à l'heure princesse, mais je pense qu'elle est reine. Merci monsieur Zipan. C'est vrai que ce débat, on ne l'a pas totalement épuisé. On en a parlé ici, vous et moi, lorsque Jean-Jacques Ekidi a convoqué une réunion, voilà. J'étais témoin. Voilà, vous étiez sur le plateau. Un militant de notre parti qui a convoqué le congrès de notre parti. On en a parlé déjà. Et au sorti de là, Jean-Jacques, une présidente a été élue. Donc, ce sont les affaires internes de votre parti. On en a parlé déjà ici. Donc, je préfère qu'on ne revienne pas là-dessus. Dans cette fin de semaine, le ministre des Transports, Jean-Enes Massénangali Bibé, a effectué des descentes inopinées sur les nationales de numéro 4 et numéro 3, en prélude à la rentrée des classes. Vous étiez justement de cette délégation. Comment ça se passe sur nos routes en termes de sécurité? D'abord, je rappelle que je suis dans le secteur transport, donc ça nous intéresse. La première. La deuxième, c'est que la route étant complètement le vecteur de production de toute activité de transport, il faut s'assurer qu'il soit en bon état. Mais il y a plusieurs acteurs qui interviennent, plusieurs administrations. La première, c'est d'abord celui qui construit la route, qui est l'État, avec son bras séculier qui est le ministère des Travaux publics, et celui qui régule, qui est le ministère des Transports, et celui qui contrôle, qui est certainement la gendarmerie, avec le force de maintien de l'ordre. Vous voyez qu'il y a plusieurs acteurs sur la scène. Je ne veux pas revenir sur le piteux état de nos routes. Inutile de revenir dessus. Hervé peut justifier ça avec des budgets engloutis, plus ou moins dans des sommes tout à fait. Alors, il y a pas mal d'innovations. Le ministère des Transports, en collaboration avec les syndicats que nous sommes, essaie d'élaborer quelques pistes pour essayer d'atténuer autant que faire se peut les accidents qu'il y a. Et là, je pense que la nouvelle trouvaille du ministre des Transports, c'est il s'est un peu inspiré de ce qui se passe dans le secteur transport carburant, avec notamment les caméras embarquées, avec une surveillance sur tout chauffeur qui fait en sorte que le chauffeur peut se reposer à temps pour que l'on puisse avoir le temps de repos pour qu'il y ait moins d'accidents. Mais ça ne met pas tout le monde à l'abri. Et donc, à la sortie de la présentation de cette nouvelle formule, avec une société de la place, tant publicitaire aucune qui est Catrac, nous on a constaté que dorénavant, presque tous les bus, finalement, doivent être porteurs de ce nouvel outil. Bien, donc le ministre a donc essayé de présenter ça, puis il est descendu d'une manière plus. On a constaté, ma foi, si j'en vous dis ce qu'on a vu dans les agences de voyage. Vous avez vu bon, on a constaté des surcharges, on a constaté que les chauffeurs n'avaient pas le permis habilité, on a constaté que l'État n'avait un truc, il y avait plein de choses, mais si les gens arrivent à bon port, c'est bien. Mais ce qui est chose de curieux, c'est qu'à tout moment, quand on a voulu appliquer la répression, on a été très surpris que c'est les populations, ou parfois même ceux qui sont transportés, qui crient non, on veut voyager, on veut voyager, on veut voyager. On dit mais il n'a pas de permis, on veut voyager, vous êtes surchargé, on veut voyager. Bref, comme j'aime souvent dit, le ministre des Urgences, il ne peut que faire ce qu'il peut.
Peut-être parce qu'au lieu de s'adresser au chauffeur, le ministre devrait s'adresser au patron de l'entreprise. Il fait les deux. Après, c'est lui qui fait qui donne l'agrément, mais c'est lui qui fait également sur le permis de conduire. Donc les deux sont liés. Mais il y a toute une chaîne, il est mis en place de telle manière qu'à partir de... Il y a des innovations, il faut dire quand même, nous dans le syndicat, on constate qu'il y a des innovations, mais il y a des brebis galeuses, mais parfois avec la complicité naturellement avec cette fois-là les entreprises de transport. Et c'est comme disait un peu Hervé, c'est toujours dommage, parce que lorsqu'on vous allez suspendre l'entreprise, et on ne va pas faire le distinguo entre le chauffeur qui s'est amusé à prendre le véhicule sans parfois l'avis du patron. Vous voyez sur la fiche, c'est écrit tel chauffeur, mais au volant, c'est tel chauffeur. Alors, le patron dit, mais voyez sa fiche, voici ma fiche de celui qui devait conduire. On vous demande, non, il s'est excusé, il a dit qu'il avait qu'un problème et que je le remplace au pied levé. Mais voilà. Toujours est-il que le deuxième chauffeur est également employé de l'entreprise. Voilà. Oui, donc, il est censé avoir un permis. Oui, mais au moment où on le recrute. Ce n'est pas à l'agence que ça se passe. C'est-à-dire qu'au moment où on sort de l'agence, le bus, lui, il a le chauffeur titulaire. Et il le change en route. Mais vous voulez que le gars vous dit, mais regardez la fiche. Il est sorti avec le titulaire, c'était tel. Et ça se change en route. Donc vous voyez que, c'est pour ça que je dis que le ministre des Urgences, il y a une grosse complicité. Là, il faut le dire. Et pour le prendre le cas du secteur transport, c'est les sociétés, en principe, sont formées, ils sont recyclés, ils sont habilités à rentrer dans l'enceinte de la SCDP, en fait, les dépôts pétroliers. Vous voyez que c'est un peu plus long. Ce n'est pas le même cas pour les entreprises en ce qui concerne les bus. Ceux qui sont un peu en bonne tenue, c'est ceux qui sont parfois, généralement, ce qu'on appelle les VIP, qui payent 10 000, 8 000. Là, il faut un peu précaution. Mais le tout venant là, comme disent un peu le RDPC, le poula-poula, c'est-à-dire que 3 000, 2 500 francs, à la casse-pipe, on se débrouille autant que faire se peut. Parce que la rentabilité du véhicule est très compliquée. Ensuite, l'état du véhicule est très compliqué. Ensuite, le carburant est très compliqué. Ensuite, la route n'est pas bonne. Ah bon? Pourquoi tu évites ce sujet? Très bien. Bon, je n'évite pas le sujet. C'est incroyable. Moi, je suis surpris quand on parle de transport. Je comprends bien que tu, étant un acteur du secteur, peut-être que tu vas te fâcher avec le ministre. Je suis surpris quand on parle avec le ministre. On a des relations très tendues. La première chose qu'on fasse, c'est aller voir les agences de voyage, aller voir les bus, aller voir ceci. Vous ne voyez pas les gars qui font doit l'aider avec les Toyota pique-nique qui sont en surcharge permanente. Le principal problème, c'est la corruption qui est sur toute la chaîne de transport. Parce que quand vous dites aux gendarmes, allez contrôler les chauffeurs qui n'ont pas de permis de conduire, c'est aller prélever de l'argent. Et ça, tout le monde le sait. Parce que si aujourd'hui, je vous assure, si on décidait d'arrêter toutes les voitures dont le chauffeur n'a pas le permis approprié ou n'a pas le permis du tout, vous trouveriez tous les jours sur l'axe lourd une cinquantaine ou une centaine de voitures qui sont garées. Je conviens avec toi, mais je voudrais donner une méthode. C'est qu'il y a au moins 4 acteurs sur la route. Les forces de maintien de l'ordre n'est pas du ressort du ministre des Transports. C'est ça la difficulté. Non, la répression de la criminalité routière n'est pas... Non, laissez-moi que je termine. Ce que tu oublies, Hilaire, c'est qu'en dehors de la gendarmerie, il y a la brigade du ministère des Transports qui effectue son prévention routière. Mais ils ont déjà stoppé ces gars-là. Dès qu'il saisit, il doit remettre un maintien de l'ordre. Allez-y, Hervé Emmanuel. Allez-y. Vous voyez que c'est très compliqué. Il n'a pas qualité pour le faire. Je relève deux choses, parce qu'il est un peu la timidité des membres de la grande famille du transport, dont il n'est pas allé jusqu'au bout, alors qu'on connaît ses talents d'inquisiteur et de procureur. Mais je suis désolé, le patron d'une entreprise qui ne gère pas son entreprise dans sa globalité, c'est un problème. Parce que quand vous achetez votre ticket pour vous transporter, c'est un contrat que vous souscrivez avec le transporteur. Si maintenant le transporteur, entre-temps, laisse des activités criminelles, genre, c'est pas le conducteur qui est le vrai conducteur, c'est un conducteur virtuel qui apparaît durant le transport, c'est une mise en danger de clients et c'est une rupture de contrat. Donc il faut la répression. Moi, je vais aller au-delà de ça. Je crois que le ministre des Transports fait tout pour. C'est pas parce que j'ai une proximité. Je me cache pas. Je n'ai rien dit, mais je n'ai rien. C'est pas une amitié honteuse. Et même une fraternité, c'est mon frère. Mais il fait tout. Il est devenu le ministre, pas seulement des urgences, le sparadrap qui cache tout ce qui se passe. Je crois qu'il faudrait qu'on ait une réflexion globale, c'est-à-dire créer un grand ministère des infrastructures, où le ministre des infrastructures est responsable de la voie et de la régulation de l'utilisation de la voie. Parce que Ernest Masséna Ngalébé gère que la régulation du transport. Mais ce n'est pas lui qui est responsable de l'ouvrage sur lequel le transport a lieu. Or, ces ouvrages sont souvent saturés, dépassés. Tout à l'heure, Paul disait, entre Douala et Déa, parce que c'est chez nous, on sait, il y a des gars qui font 4 fois, 6 fois dans la journée Douala et Déa, dans des conditions incroyables.
Mais la voie est dans un état tel que le nid des poules, parfois même des fleuves en pleine voie, ne sont pas gérés. Regardez ici, pour aller au dépôt pétrolier, là il y a une église qui s'appelle Jérusalem. Devant. Ben, il y a une crevasse là, il y a un garçon qui a cassé, comment on appelle le bas là, le cardan. Le cardan. Simplement, ça dure depuis. Le maire de la ville qui n'a pas compétence pour ce genre de route, quand il peut, il le fait, mais avec des risques qu'on lui dit, vous avez touché à cette voie, vous assumez l'ensemble, Oui. et il essaie de mettre, mais il y a des camions de 30-60 tonnes qui sont en alignement pour aller au dépôt pétrolier Tout à fait. et qui endommagent cet espace tous les jours. Du coup, nous, on ne peut plus passer de ce côté. Et ce n'est pas le ministre des Transports. Mais Il ne peut rien faire. Oui, ça, Donc, c'est je crois qu'à l'occasion de l'évolution de la réflexion, il va falloir qu'il y ait un pont entre l'infrastructure et la régulation de l'infrastructure. Allez-y, Très docteur. surpris parce que je pense que le domaine du transport est un domaine de l'État. Oui. Il a fait 50 années en France, peut-être plus. Merci pour mon âge. Hein, docteur. Oui. Mais je dis que ce n'est pas une affaire du privé. Non, tu as raison. Que fait l'État pour le transport interurbain? Rien. Il faut dire rien. Et parce que c'est la tolérance. Une tolérance qui fait en sorte que on a un parti qui reste longtemps au pouvoir. Non, là tu dérailles. Là tu dérailles. Je le dis sérénnement. Je le dis sérénnement. Il faut laisser Parce que je le dis sérénement. Parce que si l'État s'occupait au moins du transport à Foussam, Douala Yaoundé, Yabassi encore c'est secondaire. Mais je dis les grandes villes qui sont fréquentées tous les jours où on compte des milliers de morts. Mais c'est là le débat. Le débat n'est pas la responsabilité d'un petit transporteur, parce qu'il ne serait que secondaire. S'il y avait un train qui reliait Douala et Bafoussam, il vous dit moins de 3, 4, 5%, 10% ne prendrait jamais. Exact. Il faut remettre le débat à sa place. Le ministre a sa responsabilité, on voit bien le courage. Tout à fait. Suspension de tel, machin. On voit ce qu'il essaie de faire, mais c'est pas là qu'il faut commencer. Quand vous arrivez dans une... Il faut savoir fermer. Quand vous allez fermer 2, 3, 4 agences, vous allez comprendre que rapidement... Non, je le dis pourquoi. Parce que les mêmes gens qui vous disent allez-y filer et laissez-nous partir sans permis, c'est eux qui enterrent les morts. Tout à fait. Et c'est eux qui, pendant les décès, racontent n'importe quoi pour les éloges funèbres. Pourquoi on devait fermer les agents, docteur? Tu sais que la violence dans le transport, c'est un acte individuel commis par quelqu'un qui viole le code de la route, les règles d'utilisation de la route. Est-ce que... Je te comprends. Il y a l'état des véhicules aussi. Oui, l'état des véhicules. Là, ce n'est mais plus la individuel, responsabilité individuelle des chauffeurs ivres, des chauffeurs qui conduisent vous êtes aux affaires. des dépassements excessifs. Vous avez vu l'accident spectaculaire du professeur directeur Magua Ondoa. Donc, est-ce qu'on peut dire que fermer l'agence est suffisant? Parce que derrière, il y a des familles. On parlait de l'économie de ces entreprises. Est-ce qu'on ne devait pas renforcer, plutôt criminaliser même les fautes de conduite, d'utilisation de la route? Oui, mais tout ça arriverait si on a en place une bonne politique qui vise d'abord, d'une part, global, naturellement, à mettre suffisamment de moyens pour que nous puissions avoir des routes adéquates. Merci, messieurs. Le deuxième élément, qu'on puisse avoir notamment les véhicules en l'état, c'est un autre problème. Et enfin, une politique qui puisse accompagner tout cela avec un ministère des infrastructures. Alors, ils ont saucissonné, comme d'habitude. Vous obtenez votre documentation pour pouvoir faire le transport de carburant aux mines. Vous essayez d'avoir la régulation au transport. Vous utilisez la route qui est aux travaux publics. Vous êtes sanctionné par le CED. Vous êtes contrôlé par la police. Allez donc savoir. Et lorsque vous convoquez quelqu'un, une réunion, pour pouvoir adresser une correspondance à une administration, le gars vous rappelle, ce n'est pas mon chef. Et donc, il y a un premier chef du gouvernement, parfois, qui est handicapé. On parle de l'affaire Glencore. On ne voit pas de proposition alternative. Ah oui, non, la seule façon, c'est il faut les accompagner dans leur retraite et prendre des gens Merci, messieurs. pour les remplacer. Merci, docteur. Merci, je pense qu'elle avait son dispositif. Hilaire Zipan et docteur Lombat, merci à tous les deux. On parle de l'affaire Glencore. On apprend que la SNH a introduit une plainte devant le TCS pour identifier les complices camerounais. Pourtant, en 2022, alors que Glencore admet devant la justice américaine et britannique avoir versé des pots de vin aux responsables des principales entreprises pétrolières du Cameroun pour obtenir des contrats, la SNH avait nié toute implication de son personnel. J'interroge avec vous ce volte-face, ce retournement. À votre avis, qu'est-ce qui suscite ce retournement de l'ADG de la SNH?
Il faudrait pour cela que je travaille à la SNH ou que ce soit dans les petits papiers de l'ADG de la SNH pour vous dire ce qui justifie ce revirement de la situation. Ce que je peux vous dire, c'est que on est en face d'une affaire qui à la base est une affaire la plus simple et qui tourne au gag finalement. Vous l'avez dit vous-même, Leïla, Glencore avoue devant les tribunaux, c'était les tribunaux américains, britanniques et brésiliens. Oui. Pour ne pas suisse. Voilà. Avoir corrompu, avoir versé des pots de vin dans 6 pays africains, notamment le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Sud-Soudan et la RDC. Et dans cet aveu, Glencore signe un accord avec les tribunaux britanniques et américains dans lequel l'article 14 de cet accord mentionne que si un des pays victimes a besoin d'avoir des informations complémentaires, Glencore est prêt à coopérer sur un délai de 3 ans. Et le délai de 3 ans s'achève à la fin de l'année 2024. Donc à partir de l'année prochaine, ils ne seront plus astreints à cette clause-là. Alors, nous, autant nous saluons le fait que l'ADG de la SNH, finalement, le revirement de situation, moi je ne reviens pas sur des questions de polémique, le fait qu'il ait saisi la justice, pour nous c'est un élément important. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi il faut attendre, par exemple, que le verdict soit rendu sur le procès qui va s'ouvrir le 10 septembre prochain à Westminster, pour avoir les noms. Il est question ici de demander à Glencore qui a les noms. Il suffisait que l'ADG de la SNH soit se déplace sur Douala ou Glencore à ses bureaux, soit convoque les responsables de Glencore Cameroun et leur demande à qui est-ce que vous avez donné de l'argent. Ça, c'est la question la plus simple. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est au-delà de découvrir quelles sont les personnes, quels sont les noms, comment est-ce que nous obtenons réparation? Parce qu'il faut dire que dans cette affaire, Glencore a soudoyé, et on parle aujourd'hui, on parle de 7 milliards, mais 7 milliards c'est peanut, hein. On est dans les 70, 80, près de 100 milliards de francs CFA. Alors, et ça, c'est une période suffisamment plus longue. Plus longue. Exact. Voilà. Comment est-ce que nous obtenons réparation? Parce que quand nous aurons les noms des personnes qui sont incriminées dans cette affaire, quand on les aura mis en prison, qu'est-ce que le Cameroun gagne? Qu'est-ce que le contribuable qui a été spolié gagnera? La RDC, par exemple, a engagé très tôt une demande de réparation. Elle a obtenu 180 millions, ce qui, de notre point de vue, quand on fait les calculs, millions de dollars. Millions de dollars. C'est peanut. Non, mais ce n'était pas sur le pétrole là, dans ce cas. C'est sur d'autres minéraux. Oui, d'autres minéraux. C'est une association de malfaiteurs. Merci de dire ça. Donc, aujourd'hui, on se demande pourquoi est-ce que la plainte de l'ADG se cantonne à vouloir avoir les noms des personnes qui sont incriminées, plutôt que d'aller, effectivement, aussi, comme la RDC l'a fait, demander réparation sur le préjudice qui a été subi, qui est un préjudice énorme. Et c'est là où apparaît donc une analyse que peut faire tout le monde. On revient à ce que le docteur Lomba disait, la guerre des réseaux au sommet, où, sachant que le nom d'Hervé est dans la liste... non, enfin... Par exemple, je focalise là-dessus parce que c'est mon adversaire et le reste ne m'intéresse pas. Mais pour nous, le vrai combat ici réside sur 2 volets. D'abord, découvrir quelles sont les personnes qui sont incriminées, que ces personnes soient traduites devant les juridictions et répondent, et obtenir réparation du préjudice subi. C'est quand même la moindre des choses. Et ça ne semble pas intéresser l'ADG de la SNH pour l'instant, ce qui nous trouvons dommage dans sa démarche. D'abord, le docteur Paul Mahel refuse de revenir sur la polémique, mais il interroge quand même pourquoi est-ce que la plainte de l'ADG de la SNH s'intéresse principalement à qui sont les complices camerounais, et non pas comment est-ce que le Cameroun... Ce que je dis, c'est qu'en plus, il peut avoir ses noms sans avoir besoin d'attendre. Il suffit. Glencore a ses bureaux ici qui sont ouverts, ils continuent à travailler. Hervé le sait. Certains font justement le lien entre cette sortie récente et le climat tendu qu'il y aurait dans cette entreprise. Est-ce que vous faites également ce lien? Moi, je souhaiterais plutôt savoir comment se gère le pétrole camerounais. C'est-à-dire que... Transparence. Oui. C'est-à-dire qu'on vient à la fin d'un processus. Combien de millions de barils sont produits? Combien ça nous revient? C'est ça, c'est là le problème. Parce que les quelques milliards dont on parle là n'ont rien à voir avec des milliers de barils qui sont produits tous les jours et qui produisent... C'est là où il y a la spoliation. Parce que lui, il semble regarder 7 ou 60 milliards. Pour moi, il faut déjà connaître comment ça se passe. Combien de barils sont vendus? Combien sont réellement produits? Combien sont déclarés dans le budget du Cameroun? C'est plus pertinent. Parce que vous allez me dire combien de sociétés internationales viennent vendre les services sans qu'il y ait de la corruption? Sincèrement. Combien?
toutes les entreprises internationales qui font Surtout dans le secteur qui font pétrolier. dans le négoce. Toutes, Non, sans... là, tu es téméraire. Je dis, C'est une affirmation En tout cas, trop forte. oui, je vous dis, Non, c'est la vérité. c'est hein, une réalité. C'est la vérité. Vous avez vu avec le Bibi Sauf que Jet sauf du que président. Je me sens quand même obligé de vous dire que si vous n'avez pas de preuves matérielles, on va dire certaines. Prenons le cas, prochaine fois, bien sûr, prenons donc le cas de l'avion présidentiel. C'est pas le sujet. Non. Moi, je dirais- C'est un négoce. non. Je suis désolé. Non, restons sur le pétrole. Non, excusez-moi, je veux dire que personne de vous ne sait. Peut-être tout le monde sait ce qui est produit, mais personne ne sait comment c'est géré. Donc ne venez pas parler de ce que... Parce que si vous le dites, vous avez des preuves. Vous n'avez aucune preuve. Je dis donc que si nous savons ce qui est produit, nous savons comment c'est vendu, qui l'achète et tout ça, on n'en sait rien. Rien. Il y a des gens qui viennent pour vendre... Nous sommes incapables de vendre le pétrole? Vous pensez qu'il y avait comme ne pas vendre le pétrole? Vous pensez Mais ça? nous en vendons un docteur. Non, nous-mêmes. Oui. Mais alors là, je dis donc, dites-nous donc combien. Partage de production, mais je vais essayer de l'expliquer. Mais il faut vraiment nous expliquer ça, parce que moi je dis, c'est une tentative de distraction. La sortie du. Oui, c'est ça. En vérité, nous sommes à 3 semaines de la fin des élections, des instructions, et les gens nous ont pris tellement de sujets qu'ils ont embrouillé les Camerounais. Le 31, c'est dans quelques jours. Et on parle des choses, supposons même qu'ils payent. Qu'est-ce que les Camerounais vont en gagner? Rien. Regardez les CAC dans les mairies. On n'arrive pas à les payer. Mais de quoi on parle? Donc vous voulez nous parler des sujets qui nous perdent du temps, alors qu'on sait en réalité que même quand ça va revenir dans les caisses, qui va gérer ça? Parce qu'il parle de spoliation. Mon cher ami, aujourd'hui on parle de taxation des impôts, mais c'est la sorcellerie. À la limite, c'est la sorcellerie. Donc, non, mais ce que je dis, en fait, c'est que on va se mettre à dire, voilà, il y a telle personne. Vous voulez qu'on cite qui? Est-ce qu'on ne connaît pas les responsables qui sont chargés de faire cette négoce-là? Vous voulez citer quoi? Vous voulez qu'on cite qui? Est-ce que quelqu'un est venu hors de la SNH pour faire ça? Non. De quoi on parle? Très bien. Hervé Emmanuel, pas de commission d'enquête sur cette affaire. On sort d'une Commission d'enquête de quoi? parlementaire. Ah, Voilà, parce que l'honorable Jean-Michel. Pourquoi comment ça lui. Alors, l'honorable Jean-Michel Nietzsche a justement appelé à une commission d'enquête parlementaire. J'interroge aujourd'hui, et Paul Mahel disait également, faisait savoir que jusqu'en fin 2024, les responsables Glencore inculpés ne seront plus obligés à partir de 2025. À partir de 2025. De coopérer avec les pays victimes. Voilà, la justice camerounaise à faire toute la lumière sur cette affaire. J'aimerais avec vous interroger la détermination politique du Cameroun à faire réellement la lumière sur cette affaire. Bon, là, nous avons une émission qui est très écoutée et très sérieuse, en plus de l'éclairage que Paul nous a donné. Parce que 2025, c'est dans 4 mois. Il faudrait qu'on y ajoute des éléments pour que tout le monde comprenne, parce que c'est une affaire d'une très grande, Oui. d'une gravité incroyable. J'ai eu la chance dans ma vie de professionnel de banquier de connaître Marc Riche. Les initiés savent ce que je viens de dire, parce que Glencore n'est que le changement du nom d'une société de négoce qui, à l'époque, s'appelait Marc Riche. C'est quelqu'un que j'ai connu physiquement comme ça, qui achetait et revendait toutes sortes de produits, y compris les bananes, le cacao, les diamants et tout. Et c'est devenu Glencore parce que ce n'est pas la première fois qu'ils sont devant une réalité où ils ne possèdent pas de voies qui ne sont pas acceptables dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Sans parler de la moralité et du préjudice. Et donc Paul a éclairé cela. Je voudrais aussi préciser une chose. Sur cette table, je vous avais dit mon interrogation sur le fait qu'on amène le conseil d'administration d'une entreprise à la présidence de la République. Et je n'avais pas voulu aller plus loin. Et bien mon interrogation était sur le fait que si vous amenez le conseil d'administration d'une entreprise, c'est reste même stratégique au palais, vous liez la présidence aux conséquences de l'actualité qui touche cette entreprise. Donc on a ramené au palais des faits divers, c'est même gravissime, qui auraient pu se gérer à l'extérieur. Même si on a des procureurs talentueux, comme Akere Mouna... On n'a violé aucune loi. Si. En tenant le conseil à la présidente de la République. On a violé les habitudes et les normes. Non, c'est une institution. Non, mais ce que je dis, c'est que c'est une institution, certes, mais le palais d'Etoudi, c'est des bureaux. Je peux parler. Hervé Emmanuel, comme à la parole. Le palais de la présidence n'est pas le bureau. J'aime pas cette espèce de simplification du palais. Le palais d'un symbolisme tel que c'est une maison, c'est comme si vous amenez une séance de vaudou à la cathédrale de Douala. C'est pas acceptable.
Ça n'a pas été fait pour ça. Le palais, c'est le lieu ultime où se prennent les décisions qui déterminent l'avenir de notre pays. Le palais, c'est le lieu qui doit être très éloigné des faits qui pourraient porter atteinte, n'est-ce pas, à l'autorité qui est dans le palais. Le palais, c'est un sanctuaire. C'est pas parce que quelque chose n'est pas interdit qu'il faut la faire. Tu le sais, tu le disais d'ailleurs avant. Mais quand ça t'arrange, je suis désolé que c'est aujourd'hui que tu te rends compte de ça. On est allé au palais pour choisir un entraîneur de foot. On est allé au palais pour... On va au palais pour tout et pour rien. Et à ce moment-là, certains choisissent, certains acceptent ça. Donc ici, avec Léla, nous avions vu cette convocation du conseil extraordinaire qui était en fait une sorte de panique. Et vous voyez que dans ce conseil extraordinaire, on a évoqué l'affaire Glencore dans le palais. On a évoqué l'affaire Savannah dans le palais. Je tiens à donner une autre information. C'est vrai que le communiqué produit à la fin de ce conseil d'administration extraordinaire n'a pas parlé de Glencore, a parlé de Savannah, mais pas de Glencore. Si, vous l'avez mal lu. Je ne pense pas, Emmanuel. Je peux me permettre. Je vais le chercher. On avait dit que le compte est cherché. Oui, a parlé de Savannah, mais pas de Glencore. Allez-y, Hervé. À force de m'interrompre, vous allez m'empêcher de dire. Non, allez-y. J'utilise cela pour vous dire que cette affaire-là, comme Paul a commencé à vous éclairer, il y a une autre affaire qui est pendante, mais dont les gens ne parlent pas de l'actualité, c'est l'affaire Bourbon. Bourbon, c'est une entreprise qui est aussi à Douala, dans un démembrement, et on a pris en flagrant délit de transport en physique et dans les sacs Bandiok l'argent, et les dirigeants de cette entreprise ont dit qu'entre autres destinations que cet argent avait, c'est le Cameroun. La Côte d'Ivoire, le Cameroun et d'autres pays. Ça veut dire, comme le docteur Lombat l'a dit tout à l'heure, même si ça me paraît un peu excessif et très dur, que nous sommes là devant, je ne sais pas, quelque chose de cancérigène, et qu'il va falloir qu'on introduise un peu de lumière pour que les Camerounais reprennent confiance et comprennent ce qui leur arrive. Alors, je voudrais dire à Paul que je trouve que l'administrateur directeur général de la SNH, même si ça paraît tard pour Paul, a bien fait. Parce que Maître Akere le bâtonnier, c'est que pour que nous ayons accès au dossier, il faut que nous soyons partis au dossier. Et pour avoir les noms de façon officielle, pas suspicieux, dans ces dossiers, il faut que tout soit sur la table. Est-ce qu'on l'a fait tard? Les différents communiqués qui sont sortis avant, c'est vrai, posent à interrogation. Quand vous dites « mon personnel n'est pas concerné », dites « la société n'est pas concernée oui. ». Parce que les gens n'ont utilisé que leur proximité ou leur présence dans la société pour commettre des crimes. Et ça ne veut pas dire que c'est toute la société. C'est pour ça que je disais, amener le conseil d'administration d'une société qui est en actualité sur des faits de corruption au palais, c'était quelque chose qui me paraît mêler la présidence à quelque chose qu'on peut résoudre, parce que ce sont des hommes qui ont commis ces trucs. Donc aujourd'hui, Paul a dit que nous avons droit à réparation, si c'est établi, et la réparation est multiforme. Vous avez les impôts qui n'ont pas été payés, hein, n'est-ce pas, c'est le trésor public qui a été mutilé. Vous avez des responsabilités multiples qui n'ont pas été payées, à part le fait qu'il y a une captation des résultats qui reviennent à l'État du Cameroun par un gang, avec la complicité des Camerounais. C'est de l'antipatriotisme au premier degré. D'ailleurs, moi je considère que tous ceux qui volent l'argent public sont des antipatriotes. Je le dis, Paul, c'est ma position. Même si ce sont parfois des amis qui sont pris là-dedans, je ne suis pas d'accord, parce que l'argent public doit être pour le développement du pays. Donc, l'affaire Glencore aujourd'hui a mis en mal la transparence dans une activité très sensible, qui est une des sources principales de revenus de notre pays. Et deux, vous allez voir que ça a un lien avec le discours que vous voulez qu'on commente. Parce que ça met en évidence... On le commente juste après, de toutes les façons. Ah ben voilà. Donc vous êtes très logique dans ce que vous faites. Ça met en évidence les liens qu'il peut avoir avec la mission qui vous est confiée et le fait que vous dévoyez cette mission pour une satisfaction personnelle. C'est non seulement parfois de l'incompétence, c'est de la mauvaise foi, c'est de la trahison, et tout cela réuni peut-être ensemble. Donc, l'affaire Glencore n'est qu'au début, et ça va créer des secousses, qu'est-ce que soit ce qu'on dise, parce que l'étendue des montants, et même si la période est limitée à 3 ans, est simplement astronomique au moment où nous voulons que les voies, les routes soient meilleures pour qu'il y ait moins d'accidents et moins de morts. Je précise, oui. C'est pour ça qu'on peut bien comprendre la position de Paul, parce que quand vous regardez le top management de l'entreprise attend autant de temps.
C'est une faute. C'est une faute. Excusez-moi, c'est une faute. C'est pour ça qu'on interroge la détermination. C'est une faute. Donc il faut commencer par là. Attention, il n'y avait pas encore les jugements. Parce que ce que Paul dit là est exact sur le plan contractuel. Oui. Mais la SNH ne pouvait... Mais quand on donne 3 ans. Non, s'il te plaît, docteur. La SNH ne pouvait se pouvoir qu'à partir du moment où il y avait des décisions de justice. Non, mais quand on dit... des décisions de justice impliquant même indirectement la SNH. Si on s'en tient à ce qu'il a dit... L'accord a été conclu en 2022. Oui, mais attendez. les premières décisions qui sont tombées aux États-Unis et là en Suisse la semaine dernière ne font qu'arriver. Est-ce que la date de préemption... Non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi faut-il que ce soit le président... Attendez. Pourquoi faut-il que ce soit le président qui décide que le Cameroun soit parti civil, le président? Comment tu le sais? Le président a approuvé. Mais à quoi? Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce qu'il y a un principe aussi en droit, docteur. Vous ne pouvez pas avoir les informations dans une procédure si vous n'êtes pas partie prenante. Je dis donc qu'il y a un top manager avec des juristes et tout ça dans une entreprise. Il fait de l'opportunisme politique, mais il sait, parce que c'est un expert, que pour que nous ayons accès au dossier, il faut que l'entité qui nous représente soit partie prenante au dossier. Non, je n'ai pas été invité j'ai été invité en tant que journaliste et analyste, mais je ne peux pas vous laisser... Non, c'est pas mes... Je travaille avec le bâtonnier Kérémouna, je l'assume totalement. Non, mais je ne peux pas laisser dire ça quand tu parles d'opportunisme politique. Ce n'est rien du tout. D'abord... Non, deux secondes. Kérémouna d'abord s'occupe des questions de corruption depuis 30 ans. À ce moment-là, il n'avait aucune ambition politique. L'affaire Glencore, nous la suivons depuis 2018. Juste au lendemain de l'élection présidentielle. 2019. 18. Non, on a commencé à le suivre. Pendant la campagne, on était déjà dessus. On a parlé déjà de ça pendant la campagne. Donc, depuis 2018, on était déjà dessus. Ce n'était pas de l'opportunisme politique. Je peux vous dire le nombre de voyages qui ont été effectués, le nombre d'argent, le montant d'argent qui a été dépensé de ses poches pour faire des recherches, pour faire un certain nombre de choses. Ce n'est pas de l'opportunisme politique. C'est une question de dire... Là, on avait... Et Hervé a bien fait de dire... C'est la suite de la lutte contre la corruption. C'est la lutte contre la corruption. Et Hervé a bien fait de dire tout à l'heure, l'affaire Glencore, Leila, c'est la partie visible de l'iceberg. Hervé a évoqué l'affaire Bourbon, qui a lieu aujourd'hui. Le procès se tient en ce moment-ci à Marseille, où on dit que 2 inspecteurs des impôts ont empoché 81 millions de francs CFA pour effacer une dette de 7 milliards et demi. Et le docteur Lombard faisait bien de relever que dans le secteur pétrolier, c'est une gigantesque mafia. Mais regardez les frégates à Taïwan, tout ça. C'est partout. Enfin... Hilaire Zipan, au-delà du volet judiciaire, quelles sont justement les leçons que devrait tirer le Cameroun dans le cadre du renforcement de la gouvernance de ces industries extractives et même, comme le disait le docteur Lombard, meilleure transparence des transactions financières avec les multinationales? D'abord, il faut prendre sur le plan économique. Et je pense que tout à l'heure, le docteur Lombard a soulevé un certain nombre d'éléments pour dire que si nous avons eu suffisamment de députés suffisamment compétents, on n'en serait pas là. Il faut le dire très clairement. Parce que quand vous prenez le budget de l'État du Cameroun, pour nos sujets de bonne souvenance, les chiffres affectés l'année dernière sont de 174 milliards de francs CFA. Affectés. C'est-à-dire qu'on dit, venant de la SNH, sans soit provisionné, 174 milliards. Bien. Le transfert au trésor. Non, il y a un transfert qui est différent, qui va à peu près 25 ou 30 milliards, quelque chose comme ça, si j'ai bon souvenance. Ça fait 200 milliards. Ça fait à peu près 200 milliards. Ça, c'est à peu près les chiffres qu'on affecte. Mais seulement, c'est à la commission des finances de s'interroger pour savoir quelles sont les différentes étapes dans ce sens-là. C'est ça. Mais il faut dire que la plupart, et là, je suis extrêmement surpris. Et là, je prête pour la chapelle de l'opposition. Combien de députés suffisamment futés sont à l'Assemblée nationale, s'intéressent sur des questions économiques? Allez voir la plupart des commissions sur lesquelles les partis d'opposition s'expriment. Il y en a. Avec Balam, il y a Cabral qui a réagi. Bien. Donc, vous voyez que... J'ai dit la commission des finances. Vous avez dit combien de députés? Combien de députés? Non, là c'est globalement. Globalement. J'ai dit à la commission des finances. Parce que c'est en fait, c'est à la commission des finances qu'on écoute à peu près les bonnes questions. Et là, je suis suffisamment bien placé parce que Jean-Jacques Ekindie a occupé le poste de rapporteur de la commission des finances. Et à ce titre-là, j'ai eu accès à beaucoup d'informations et ce qui a complété, il faut le dire très clairement, un peu ma formation politique. Parce que c'est là où se trouve tout le nœud. Parce que quand vous avez fait le débat en commission, il n'y a plus de débat en plénière. Aussi simple que ça. Donc, c'est pour dire que c'est un problème économique pour pouvoir le placer le débat. Donc, il y a, là, je prêtais la chapelle de l'opposition. La deuxième chose que disait un peu Hervé, c'est tout à fait très intéressant. Et là, je vais répondre, je vais être d'accord avec Hervé en disant donc, le fait d'avoir rapproché le problème de Glencore à la présidence, il faut dire Maël, c'était pas une bonne approche. Pourquoi?
Parce qu'il apparaît très clairement, quand vous suivez bien les communiqués de ces sorties de la présidente de la République, c'est là où il y a eu l'accusation extrêmement bien de l'affaire Savannah, qui se dit dans la conclusion du communiqué, et là je dis, je cite, il peut lire la conclusion du communiqué, que l'ADG s'est permis d'acheter les actions sans l'accord du président de la République, encore moins du président du conseil d'administration. C'était une accusation extrêmement forte. Laissez que j'y arrive. Les comptes n'ont pas été approuvés. Tu prends 2 secondes. 2 secondes. Pour replacer les choses, vraiment, on va essayer. Tout revient à la présidence. Non. Je voudrais juste vraiment faire revenir sur le conseil, puisque vous insistez. Permettez que je lise le communiqué du conseil d'administration du 24 juillet. Le conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures s'est réuni en session extraordinaire le 24 juillet 2024. Les conclusions peuvent être intéressantes. Vous voulez qu'on aille directement aux conclusions? Oui, aux conclusions. Non, vas-y. Ok. Sous la présidence de M. Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, président du dit Conseil, les travaux du Conseil ont porté entre autres sur la présentation du rapport d'activité du 1er janvier au 30 avril 2024 et l'examen des états financiers de la SNH au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2023. À la demande du président du Conseil, le secrétaire du Conseil a procédé à la présentation du rapport d'activité évoqué. Au terme de cette présentation, il ressort notamment que la production nationale d'hydrocarbures s'élève à 12,697 millions de barils, équivalent pétrole BEP au 30 avril 2024, dont 7,516 millions de barils pour l'huile et 922,94 millions de mètres cubes pour le gaz naturel. Les ventes de pétrole et de gaz effectuées par la SNH pour le compte de l'État au cours de la dite période ont permis de transférer au Trésor public prêt après déduction des charges 174,228 milliards de francs CFA. De plus, la SNH a payé à l'État 25,267 milliards de francs CFA d'impôts et taxes. En outre, il ressort du rapport présenté par le commissaire aux comptes que l'exécution du budget SNH fonctionnement et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023 intègrent l'opération de rachat par la SNH de 10% des actions jadis détenues par la société Savannah Énergie dans le capital de la société Codco SA, conclu le 19 avril 2023 pour un montant de 26,8 milliards de francs CFA. Le Conseil a relevé que cette transaction n'a pas été approuvée ni par le chef de l'État ni par le Conseil d'administration. Par conséquent, le Conseil a décidé de surseoir à l'adoption du rapport d'exécution du budget ainsi que des comptes de la SNH de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Il a instruit la direction générale de la SNH de procéder sous le contrôle du commissaire aux comptes à la révision des 10 comptes dans le sens d'en expurger toute référence à la transaction évoquée. Enfin, le Conseil a procédé à la nomination de certains responsables à la SNH avec renouvellement du mandat du commissaire aux comptes et de celui des membres de la commission interne de passation des marchés de la SNH Yaoundé le 24 juillet 2024. Paul Maël avec la parole. Vous avez raison. Mais j'avais la parole, mais j'avais donné mon temps de parole. Je savais que j'avais raison. Non, parce que je pense que le communiqué a apporté un certain nombre de précisions. La première chose que sur laquelle je voulais insister, c'est que le Conseil n'est pas allé à la présidence parler des affaires de Savannah et de Glencore. Hervé et toi le savez beaucoup mieux que moi, un conseil d'administration, c'est un ordre du jour. La presse s'est emballée sur cette affaire, malheureusement, en parlant du changement d'AG. Un conseil d'administration extraordinaire a un ordre du jour bien précis. Et celui-ci en avait un, c'était sur l'examen de ces comptes-là et en filigrane, parce que le litige qui oppose l'ADG au PCA de la SNH, c'est justement cette opération effectuée avec Savannah. Qui l'ADG l'intègre dans le résultat net définitif comme étant une opération. Non. Oui, le PCA. C'est un investissement. Voilà. Le PCA souhaiterait. Cette affaire a entraîné un incident diplomatique entre le Cameroun et le Tchad. Je suis d'accord. L'inscrit, ça voulait dire que c'est déjà consommé, que ça va se faire. Ça, c'est suspendu. Non, mais l'opération a été effectuée. Non, mais l'opération. Non, attendons. Il y a ici une chronologie qu'il faut que nous observions. À quel moment la présidence de la République et l'actionnaire, l'État étant l'actionnaire unique, et le PCA ont marqué leur désaccord. L'opération avait déjà été effectuée. Oui, mais c'est une opération qui veut dire c'est au niveau de la trésor qui n'a pas été autorisé. Oui, je suis d'accord. Non. Moi, je pense que dans ce manière-là, on n'explique pas suffisamment bien aux Camerounais qui nous écoutent la pertinence de cette démarche-là. Hervé le dit très clairement. Cette affaire Savannah a fait l'objet d'un incident diplomatique entre le Tchad et le Cameroun. Oui. Attendez, il y a eu des gens qu'on a mandatés pour aller apaiser. Oui. Quels sont ces gens-là? Le président du conseil d'administration de la SNH. Donc il n'y avait pas de raison qui ramène le problème d'abord. Qui ramène le problème? Le président du conseil d'administration. Qui le ramène où?
à l'intérieur du problème. À partir du moment où il allait apaiser auprès du côté tchadien, ça veut dire que c'était une souveraineté de l'État. Donc, du chef de l'État. Bon, oui, mais les comptes n'ont pas été, les comptes n'ont pas été arrêtés. Le président de la République gère l'État. Non, mais c'est pas le président qui a présidé le conseil d'administration, c'est le PCA. Mais c'est le président de la République qui l'a mandaté. Le président a mandaté d'aller apaiser les Tchadiens. Le président de la République. Oui, il est. Le propre président de la République, c'est le président, c'est une institution. C'est une institution. Donc je voudrais dire que lorsque le président de la République a donné son ton, il n'est pas bon que dans un domaine, les gens y rentrent. On n'y rentre pas. C'est le président de la République. Il faut le respecter en tant que tel. Bon, donc moi, c'est là où mon problème. Maintenant, quant aux gestes, aux gesticulations, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais aller à l'essentiel. Oui. Je veux dire par là que quoi? Parce que tout à l'heure, il semblait prendre avec beaucoup de légèreté la présence. Là. Quand vous allez à la présence... Non, pas moi, Hilaire. Paul Maher, non, Paul Maher. Non, il faut que les gens ce qu'il a dit, ce qu'il a dit, c'est que des contrats de coach se sont signés à la présence de la République. Sans que ça n'émeuve grand monde. Non, pas du tout. Il faut comprendre que le président de la République, c'est une institution, le président de la République. Il ne faudra pas comprendre ces paroles pour dire d'avoir été politique. Bon, donc, moi, je voudrais dire que on veut essayer de diluer pour des besoins plus ou moins secondaires. Donc, à partir de là, tu as compris. Moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs réunions à la présidence de la République. Là-bas, c'est des dictats, c'est des ordres, c'est des indications. Bien. Bon, donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Je dis c'est des dictats. Et c'est pour ça qu'il nous faudra bien qu'on puisse apaiser cela. Je suis d'accord avec toi, docteur, qu'il faut qu'on apaise cette autorité. Je dis que là-bas, c'est des dictats. Mais revenons à ce qui nous intéresse, ce qui est l'affaire complètement Glencore. Je pense que sur ce point-là, il faut le dire très clairement, Hervé semble le dire avec beaucoup d'énergie. Il faut féliciter Maître Akérémouna pour avoir eu la pertinence et la détermination de rester dans un domaine patriote avec ses propres fonds, parce qu'il n'a pas bénéficié des fonds. La deuxième, c'est qu'il faut dire maintenant que dans la démarche telle qu'à l'heure actuelle, le Cameroun est partie prenante. À partir du moment où on est partie prenante du dossier, on peut avoir accès à un certain nombre d'informations. Dans ce cas-là, c'est maintenant que toute la place de l'indication du TCS aura toute sa place. Et là, on parle au président ADG qui est un féru, un magistrat. Oh non, ça peut-être vous ne le connaissez pas, mais un homme extrêmement méticuleux. Un grand magistrat. Parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Donc, vous voyez, il faut dire que sur ce point-là, il attend très bien exactement. Dès que vous êtes partie prenante, vous donnez les noms, l'autre étape suit. Et c'est à ce moment-là donc, que je dis donc, que Maître Akéré, il a très bien perçu le dossier, mais ce que je voudrais, qu'on attend de lui, c'est qu'il puisse quand même alimenter maintenant suffisamment les Camerounais, parce qu'au moins lui, dans sa démarche est cohérente. Quant à la démarche de ceux qui pensent, des parlementaires, je leur ai répondu plus ou moins, ils ne sont qu'une poignée à l'Assemblée nationale. Très peu se prononcent sur des dossiers extrêmement pointus. Oui, ça vous l'avez dit. Oui. Et là, sur ce point-là, je félicite, sur ce point, l'un des rares sur lesquels qui s'amuse à rentrer dans un domaine qui est extrêmement pointu, qui est le carburant, et qui est même plus ou moins. Oui. Aujourd'hui, le minerai dans lequel je m'intéresse, c'est Cabral. Cabral le dit. Il faut le dire. Au moins, s'il arrive à s'outiller, il essaie de chercher les éléments pour le dire. Même si parfois, je l'ai pu le dire, il n'est pas parfois complet dans son analyse. Je le lui dis. Allez-y. Bon, voilà. Mais j'apprécie mon approche. J'apprécie son approche. On referme la parenthèse sur Cabral Libi. Vous parle des choses dont il n'a pas toute l'information. Mais maintenant, je vais revenir. Je disais que j'ai eu un plaisir de sortir de l'église pour venir ici. Pourquoi? Parce que cette émission est très suivie en ce moment. Et dans des endroits qu'on ne pouvait pas soupçonner. Il ne faut pas que les Camerounais aient l'impression que c'était une mission ésotérique entre connaisseurs qui ne voulaient pas leur dire de quoi il s'agit. Je vais résumer en français facile pour moi. Ce que pose le problème aujourd'hui de ces affaires touchant à la SNH, et vous allez voir demain d'autres grandes entités de l'État, c'est l'instrumentalisation que les dirigeants et les personnes qui sont en charge de ces sociétés en font. Ils utilisent, selon leur intérêt, ces affaires, mettent en lieu public pour gêner les adversaires, et selon que ça les arrange, ils ne souhaitent pas qu'on en parle là. Vous comprenez? Et je ne veux pas en dire plus, parce que je ne veux pas en dire plus, on a tout le temps. Et Paul le sait, c'est-à-dire qu'on n'a pas de façon anodine convoqué le Conseil, et on ne publie pas de façon anodine les affaires Glencore. Et je vous ai dit, on parle de Savannah, mais on va parler de Bourbon, c'est-à-dire que dès qu'on sait que ça peut gêner telle personne qui est en telle position, on sort le dossier, ce sont les pots pourris, et vous allez voir que ça malmène l'autorité de l'État. Et c'est ce qui a amené le ministre d'État à dire stop. Vous comprenez? Là, on entre dans une zone où il faut mettre de l'éclairage. Paul le sait.
Parce qu'en fait, quand on dit Savannah, on pense que ça va spécialement gêner tel. Disons par exemple l'ADG, là je peux citer. Parce que pour sortir 28 milliards acheter des actions d'une société artificielle, au compte de qui, il a fallu que quand même les ordres soient donnés par celui qui était le mandataire social. Mais quand on sort Glencore, on continue à chercher les noms. Pourquoi les noms sont déjà connus? Non, mais, Paul le sait, lui et moi on connaît. Hervé qui était en train de parler d'ésotérisme nous ramène donc en plein débat. Voilà, Non, on parle de l'ésotérisme. Non, on a besoin de la démarche judiciaire pour pouvoir publier les noms. Attends, Paul, non. Léla ne veut pas prendre le risque. Léla ne veut pas. On attend qu'officiellement que la justice... Voilà, Tout à fait. Pour que le CNCC ne nous dise pas qu'on a creusé. Je suis la seule à Voilà. Je termine sur un aspect. Je termine sur un aspect. Oui. Quelle que soit la hauteur, le lieu où se trouve certains responsables, il y a quelque chose qui est en jeu. Et cet hebdo doit mettre l'éclairage. C'est ce qu'on va faire de la justice, de l'appareil judiciaire camerounaise, parce que cette affaire, pour l'instant, on commande ce qui est externe. Et c'est le bâtonnier à Kéré qui doit avoir, n'est-ce pas, la reconnaissance qu'il a mis de l'éclairage de l'extérieur. Bien sûr. Quand on va maintenant utiliser les instruments de pouvoir et de justice intérieure, je peux vous dire que ça va être une catharsis. Parce que non seulement les sommes sont astronomiques, mais les lieux où certaines de ces choses ont eu lieu et se trouvent, ça va être une bombe. Et quoi, je termine parce qu'il y en a dit pas plus. Je suis père d'enfants et j'ai peur de personne. Nous sommes à l'entrée d'une année importante, c'est-à-dire le marathon électoral avec quoi? Élection présidentielle. Oui. Vous comprenez? Méditez ce que je viens de dire. Pourquoi tout cela maintenant? Et c'est là que Paul a commencé à vouloir nous mettre les zolos. Mais il sait très bien pourquoi certains ont attendu que maintenant. Parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise du calendrier. Et comme l'élection présidentielle a bien lieu l'année prochaine, le game est maintenant ouvert. Oui, mais je voudrais ajouter quelque chose avant que Hervé ne conclue. Paul a également précisé que c'est depuis 2018. Non, plus 2018. Mais c'est maintenant qu'on met ça vraiment au-dessus de la rame de l'ensemble. J'ai dit que j'ai félicité le maître Akere Mouna pour toute sa démarche. Mais ce que Hervé ne dit pas dire, c'est que dans la démarche de cette justice internationale qui arrange plus ou moins les autorités camerounaises, il va sans dire qu'à un moment, à un autre, Hervé, il y aura la souveraineté de l'État de Cameroun qui va s'exprimer. Bien. Mais et ça, c'est un éclaireur. Non. C'est d'organiser les défilés à Londres. Ah non, il est libre. Il est libre de faire ces démarches-là. Et il paraît que là-bas, au moins... On fasse ça ici. Mais donc, on va faire la démarche ici. Donc, vous ferez la marche ici. Vous êtes d'accord dans Hervé Emmanuel Kom? Bon, c'est gentil. Il vient d'approuver qu'il sera à la marche. Je pense que le préfet va nous donner l'autorisation. Bien, non. Bon, donc, je voulais dire un point sur en disant donc la difficulté, et c'est à Paul que je disais, la difficulté, c'est qu'il faut que le bâtonnier, au regard du temps qui nous reste, et là, il a bien dit, 4 mois à peine, avant que les autres ne sortent, que la plupart de ces ex-employés-là, parce qu'ils sont des ex-employés aujourd'hui, comme des Glencore, des ex-employés des Glencore, de Glencore ou de la SNH? De Glencore, les ex-employés de Glencore. Les ex-employés de Glencore acceptent de plaider coupable pour nous aider. Parce que à l'intérieur du Cameroun, à l'heure actuelle, beaucoup ont perdu le sommeil, aujourd'hui même à la SNH. Très bien. On sort de ce sujet avec Paul Maël. Et pas seulement la SNH. Non, moi je voulais dire, je voudrais sortir en... Secret défense, monsieur. Oui, bien sûr, Hervé, je suis un journaliste responsable, donc je sais des choses que je peux dire sur un plateau et celles que je ne peux pas dire. Mais je voudrais quand même, je serais mal à l'aise de sortir sur ce dossier sans appuyer la position du docteur Lomba tout à l'heure, parce qu'il y a 2 choses qui sont questionnées ici. La première, c'est la gouvernance, la deuxième, c'est la transparence. Et la transparence dans la gouvernance. Donc, je pense que c'est le cas Glencore, comme le cas Bourbon, parce que je pense qu'on finira forcément par en parler automatiquement, doivent questionner la gouvernance des entreprises publiques, qui sont des entreprises stratégiques, à l'instar de la SNH qui est pratiquement le portefeuille le navire amiral. Voilà. Et de la transparence.
Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est passé de manière anodine et sur laquelle la presse n'a pas suffisamment fait écho. C'est notre suspension de l'ITIE. Pourquoi on a été suspendu de l'ITIE? C'est par absence de... Oui, oui, allez-y, allez-y. Non, allez-y, Paul Maël. Allez-y, Il faut faire attention. Non, pour dire simplement que la posture qu'avait le docteur Lombard au début de cet échange, je la partage entièrement. Il faut aujourd'hui qu'on questionne la gouvernance et la transparence. Et aujourd'hui, on a certains pays, pas en Europe, parce que dès que vous dites Europe ou Amérique, on vous dit que ici en Afrique, il y a des pays où vous vous levez le matin, vous prenez votre ordinateur, vous allez sur Internet, vous tapez sur le site du ministère des Mines et vous savez aujourd'hui combien de ceci on a vendu, à qui on a vendu, à combien on a vendu. Je ne veux pas. On sort. Le docteur Lombard n'a pas eu l'occasion de... Vous avez parlé de 12 millions de barils. Le Cameroun produit combien de barils par jour? Ben, on ne peut pas savoir. Comment on ne peut pas savoir? On peut avoir une idée. Non, attendez, c'est écrit. Voilà, c'est 100 000. Dans la provocation, parce que le Congo a eu le même problème. Non, on n'est pas. Le Congo a eu le même problème, il ne savait pas combien elle peut payer. On n'est pas en 1980, les gens ont été tués parce qu'ils n'avaient pas allé. Nous sommes en 2024. Même en Europe, le patron non. Ce que je veux dire, c'est que. Voilà. Première chose. Deuxième chose. Pour terminer, on peut dire ceci. Pourquoi est-ce que la dénonciation vient de l'extérieur, la SNH? Vous pensez qu'un haut magistrat... C'est politique. Vous pensez qu'un haut magistrat reconnu, qui dépense 28 milliards de nos francs, ils ont dépensé comme ça, c'est engagé comme ça. C'est un peu naïf. Ils ne sont pas naïfs. Arrêtons ça. Non, je fais une parenthèse. On sort de ce sujet. Je pense que... Non, on va pas la suspendre. Paul Maël a reçu suffisamment de lettres d'observation et de mise. Allons-y. Il faut surtout pas. Non, Paul Maël a dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Oui. En disant tout à l'heure, en suppensant les éléments sur Haïti, il faut le dire très clairement, que dans ce secteur-là, il y a des puissances étrangères, et ça, ils n'auront pas honte, si on veut être patriotique, qui exercent des activités sans ne pas avoir la nomenclature de tout ce qui est de la fiscalité. La Chine, il faut le dire dans ces zones-là. Quand vous allez complètement à l'est du Cameroun, vous vous questionnez. Vous voyez comment les gens qui exercent dans des secteurs d'activité où il n'y a pas de fiscalité adaptée pour qu'ils puissent payer les impôts. Et ils vous disent qu'ils vous payent ça en nature. Faute de quoi faire. Diamants, par exemple. Exact. Je n'ose pas dire. Donc vous voyez, on ne va pas en parler ici. Très bien. Finalement, le modérateur du plateau, c'est lui qui décide de quoi on peut parler et de quoi on ne peut pas parler. On a les peu de démocratie du Conseil national. On va prendre le deuxième sujet. Ce mercredi 7 août 2024, le quotidien Mutation titre, je suis persuadée que même si on nous donne 3 heures, on ne pourra pas épuiser. Ah non, c'est très important. Pardon? Alors, on va prendre l'extrait tout de suite. Donc, ce mercredi 7 août 2024, le quotidien Mutation titre Bataille des vice-dieux, le coup de gueule de Laurent Esso. Le 3 août dernier, à printemps du journal, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a saisi l'occasion de la projection au grand public du film documentaire Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, pour passer un message à ceux de ses collègues qui, dans l'appareil de l'État, se comportent comme si le bateau Cameroun n'avait plus aucun capitaine. Je propose qu'on suive cet extrait. Le président Paul Biya a beaucoup d'égards et de courtoisie à l'endroit des uns et des autres. Le président Paul Biya évite l'arbitraire par un respect scrupuleux de la légalité. Malheureusement, Monsieur le Président de la République, il nous revient que, enivré par les actes qui nous placent à certaines fonctions, nous avons souvent tendance à privilégier les voies de fait et à ne faire valoir que notre ego. La plupart du temps, nous pensons certainement que ces actes qui nous ont désignés nous ont aussi donné l'omniscience, je dirais même la science infuse. Très souvent, nous nous comportons comme si, grâce à ces actes, nous savons tout. Nous ne prenons même plus la peine d'écouter, comme vous le faites vous-même, Monsieur le Président. Nous savons tout sur tout. Et nous pouvons tout
Ou bien que vous, Monsieur le Président de la République, vous demeurez constitutionnellement le seul maître à bord. La sagesse populaire nous enseigne, attention, le président Paul Biya ne dort que d'un seul œil. Amuna Tete, au nom de Sopona. Faites attention. Docteur Lombat, première réaction. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'a choisi. Mais ce que je vais dire, c'est que il faut que lui-même sache que même pour lui, le président aussi dort d'un seul œil. Parce que c'est très facile pour moi. Vous savez, les gens aiment parler de fin de règne, mais ça commence à durer quand même, cette fin de règne. Donc on est un peu très embêté quand on voit les gens se taper dessus. Parce que les gens ils se tapent sérieusement dessus. Sérieusement, je pense qu'on n'a pas encore vu ça ailleurs. C'est quand même l'un des pouvoirs qui a, peut-être à l'instar de celui de Mobutu, parce qu'on commence à aller vers ça. Non, je ne vous laisserai pas dire ça. C'est non, Lombard, je ne vous laisserai pas dire ça. Allez-y, docteur Vous Lombat. voulez qu'il dise quoi? Est-ce que nous ne sommes pas à 44 ans bientôt? C'est ça. C'est la durée La cohésion gouvernementale, une gestion commune, il y a des choses qu'on ne dit pas sur les autres. Parce que l'incompétence, tout ça, c'est ce qui a été dit là, de façon subtile, subliminale. Et non, ce sont des camarades. Je ne vais pas venir applaudir ça ici. Et je dis que tout le monde, il y a des gens qui sont tombés en disgrâce dans ce pays qu'on n'avait jamais espéré. Donc effectivement, le président dort d'un œil, mais pour tout le monde. Et que les fautes, tous les ministres, ensuite, ont su l'actualité. Quand vous regardez, il y a l'affaire, on peut lui opposer, par exemple, à lui, l'affaire du journaliste qui a été tué, où il y a eu des choses qui ont été dites et tout ça, et ainsi de suite. Il faut arrêter ça. La justice n'a pas encore dit, J'ai dit on peut. le mot de la fin. Écoutez, moi je suis très prudent. Hein. J'ai dit on peut. Je n'ai pas dit qu'on lui oppose. Vous comprenez? Donc à partir de ce moment, j'ai dit il faut quand même être prudent. Ils sont tous dans le même bateau, qui n'est pas le nôtre. Vous voyez, ma liberté de parole, c'est parce que je ne suis pas là. Je ne suis pas avec eux, donc je dis... Tu as des amis qui sont au bureau de l'Assemblée. Mais qui sont? Et puis on est Prado. Mais c'est tout à fait légitime. Oui, bon, mais ils ont mérité. Je ne pas que vous n'êtes pas là. Non, il faut que ce soit clair. Nous n'y sommes pas. Nous sommes là-bas parce qu'il y a des postes qui sont réservés à l'opposition, comme partout ailleurs. Et puis, on les a, mais on n'a aucun pouvoir. Vous avez vu qu'on a été obligé de soulever des pupitres pour se faire entendre. Et si on y était, je ne pense pas qu'on l'aurait fait. Donc je comprends bien le message, alors que rien encore n'est déterminé. Rien. Rien n'est déterminé. On attend les décisions de justice, on attend. C'est là on verra comment le président dort en fait. Très bien. Je veux juste préciser que sur l'affaire Martinez-Zogo, la justice n'a pas encore dit le dernier mot. Donc jusqu'ici, il y a des questions dont on n'a pas encore la réponse. Je veux juste préciser. Alors, je n'ai jamais dit qu'il y a une décision qui a incriminé quelqu'un. Paul Maël, pour vous, est-ce que c'est une sortie anodine? Non. Non. Sans aucune hésitation, non. Léla, à la faveur des récents acquis académiques, j'ai appris que dans l'analyse, la première chose qu'il faut éviter de faire, c'est personnaliser le débat. C'est-à-dire que c'est parti sur un débat de personnes. Il vaut mieux interroger les structures, les organisations et les systèmes. Oui. Dans cette sortie, la première question qu'il faut vous poser, c'est qui parle? Ce n'est pas le premier Kidam qui parle. Il s'agit de Laurent Esso, qui a des états de service que tout le monde connaît, qui a été au sommet de l'État. D'abord magistrat, c'est Ivoirien, on parlait tout à l'heure du monsieur Moudi, qui le ministre Esso en est, qui a été proche collaborateur à plus d'un titre du président de la République, donc qui a une parfaite maîtrise de l'appareil de l'État et du sérail. La deuxième question, la deuxième chose qu'il faut remarquer dans cette sortie, c'est le nous inclusif qu'utilise le ministre Esso. Il ne dit pas vous ou certains collaborateurs, il dit nous, les collaborateurs. D'abord, il met le président de la République à l'écart, ce qui nous ramène à ce que Hervé disait tout à l'heure, parlant de la présidence de la République. Il sort le président de la République de la mêlée et dit nous, les collaborateurs du président, nous pensons tout savoir, nous croyons tout savoir sur tout, mais faites attention, le président ne dort que d'un œil.
La question de la cohésion gouvernementale à laquelle qu'on nous vante souvent ici peut être abordée sereinement, à se dire qu'aujourd'hui, les rangs ne sont plus aussi serrés que ça. Ça, c'est la première observation qu'on peut avoir. Et cette dissension dans les rangs me ramène à quelque chose, je sais qu'Hervé va intervenir pour m'interrompre, que j'ai l'habitude de dire, c'est que ces 30 dernières années, la politique du régime, je préfère dire ça comme ça, a été le seul vrai objectif a été le maintien du président Biya au pouvoir. Ça a été l'objectif principal. Et à partir de cet instant-là, vous avez, pour schématiser, pour que tout le monde nous comprenne parfaitement, vous avez une équipe de foot qui a 11 joueurs. Et vous avez 10 joueurs qui jouent derrière la médiane avec un avant-centre. Et chaque fois qu'un des 10 joueurs a le ballon, il essaye de balancer vers l'avant-centre. Et dès lors que les 10 autres joueurs commencent à percevoir que l'avant-centre n'est plus aussi véloce qu'il l'était en première mi-temps, ils commencent à se positionner, chacun estimant qu'il peut lui aussi devenir l'avant-centre demain. Et c'est pourquoi, généralement, ceux qui observent et qui sont plus brillants que moi sur les questions d'analyse politique disent que l'implosion viendra du RDPC lorsque le président Biya s'en ira. Mais la sortie du ministre Esso, cette sortie-là, n'est pas anodine. Parce que d'abord, comme je le disais, ce n'est pas n'importe qui parle. Ensuite, on connaît la réserve qu'a ce monsieur. Je suis sûr que jusqu'à présent, il y a des gens qui n'avaient même jamais entendu sa voix. Donc, quand un homme de ce niveau, de cette stature et de ce niveau de responsabilité prend la parole pour dire des choses telles qu'il l'a dit, c'est que le mal est dans le fruit et l'inquiétude, aujourd'hui... Moi, je ne dirais pas comme le docteur Lombard que le président de la République dort d'un œil. Ça revient à l'interrogation qu'on avait. Est-ce qu'aujourd'hui, le capitaine contrôle encore véritablement ses troupes? C'est la question centrale qu'il faut se poser. Est-ce que le président... Et je pense que ce n'est pas une insulte que le dit ça. Le président Biya a 92 ans. Nous savons tous ce que c'est un homme de 92 ans. Il ne peut plus... Bon, on est en fin d'année. On est en fin d'année. Donc, c'est la question aujourd'hui de est-ce que le capitaine tient encore fermement le gouvernail et contrôle encore véritablement ses troupes. Je ne répondrai pas à cette question parce que je n'en ai pas la réponse. Parce mais que je vous pense n'êtes pas également seulement... le médecin du chef de l'État pour savoir comment il se comporte à 92 ans. Non, je n'ai pas besoin de savoir quel est l'état de santé, d'avoir le bulletin de santé du président. Mais moi, j'ai vu mon grand-père qui avait plus de 70 ans, j'ai vu dans quel état il était. Moi, comment tu me vois, j'ai 11 ans. Oui, mais je te vois comme... Tu n'es pas comme je te voyais il y a 30 ans. Donc, je suppose que dans 20 ans, tu t'entends. Voilà. On sera encore dans... On sera dans ce débat. Donc, je dis, aujourd'hui, il y a des choses à faire. On est dans la fin de règne, comme le disait le docteur Lombard, et il faut que le président Biya, parce que moi je continue de penser que c'est à lui la responsabilité d'aménager le futur. C'est lui qui a le destin du Cameroun. Donc c'est à lui de savoir comment est-ce que sa sortie, que ce soit en 2025 ou en 2032, comment est-ce que cette sortie-là va s'opérer pour que ce soit un atterrissage en douceur pour le pays. Hervé Emmanuel, comme Paul Mahel a parlé de l'absence de cohésion au sein du gouvernement, et vous avez semblé être d'accord, j'aimerais interroger avec vous l'origine de ces dissensions. Pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais semble ne plus parler d'une seule et même voix aujourd'hui? On se souvient de l'édito du ministre de la Justice, l'édito de janvier, dans Justicia justement. Le ministre semblait remettre en question la crédibilité des hautes instructions. Je veux dire, de ce qui transparaît, de ce qu'a écrit le ministre, on pourrait penser qu'il y a aujourd'hui de fausses hautes instructions et de vraies hautes instructions. Quelle est l'origine de ces dissensions? D'abord, Paul a engagé une réflexion dans un sens que je partage toujours d'abord. Il faut savoir qui est Laurent Esso. Qui parle? Laurent Esso, donc je suis un des collaborateurs, parce qu'il a parlé là, à cet endroit, pas seulement comme ministre d'État, mais comme le chef de la délégation régionale du RDPC pour tout le littoral. Donc il est chez lui sur ces terres. Et il s'adresse aux fils du littoral et aux habitants du littoral. Maintenant, sa parole va au-delà du littoral. Elle va toucher, il s'adresse à tout le monde, Paul Mahel, Lombard, moi, Hilaire, pour attirer notre attention sur le fait que on doit faire cesser la cacophonie. En tout cas, en ce qui nous concerne, que partageons des responsabilités, le décret ne doit pas nous éloigner, ou disons, l'ivresse du pouvoir ne doit pas nous éloigner de nos responsabilités et des missions qui nous sont données. Vous comprenez? Laurent Esso n'est pas un bavard.
Paul le disait tout à l'heure, même nous qui le côtoyons régulièrement, c'est quelqu'un qui parle peu et c'est quelqu'un qui a la parole mesurée. Vous comprenez? C'est un des plus anciens, il est parmi les 2 ou 3 plus anciens collaborateurs du chef de l'État. Et il ne dit pas les choses dans tous les sens comme certains peuvent se permettre. En fait, Laurent Esso, à son niveau, connaissant très bien le président, a voulu faire siffler d'abord la fin d'une récréation, avant que la grande fin de la récréation soit sifflée. Parce que nous sommes dans une situation où il y avait la cacophonie. Et il faut relier toutes ces affaires. Vous avez fait bien d'évoquer son éditorial, mais nous sommes dans un orchestre qui n'est plus philharmonique, c'est l'orchestre, même le tchoukou-tchoukou joue mieux. Non, je vais vous dire. Et les affaires Glencore, les affaires Savannah, les affaires de la FECAFOOT, de la CAN, les affaires des entraîneurs, les affaires le Covid et tout et tout. Le ministre d'État Laurent Esso a dit, écoutez, pour ceux qui peuvent encore avoir quelques temps de conscience, il faut qu'ils se reprennent. Et que le vrai pouvoir, celui qui le donne par délégation, se trouve être Paul Biya. Et il a en capacité de gouverner. Dormir d'un œil chez nous ici veut dire rester éveillé. Ça veut dire qu'il voit et entend tout ce qui se passe et qu'il y a une limite pour lui. La ligne rouge est un peu dépassée. Quand vous dites, il termine cette phase avec une expression de chez nous ici. Quand on te dit cela, ça veut dire alerte générale, fais attention. Fais très attention, Paul l'a interprété tout à l'heure. On aurait dit, amen. Fais attention. Donc, le ministre d'État Laurent Esso a fait cette sortie et ça veut dire que l'homme, bon, il avance dans l'âge, Laurent Esso. Donc, quand il te dit quelque chose, c'est qu'il voit venir. Et il préfère que nous qui sommes d'ici, pour ceux d'entre nous qui ont des responsabilités, nous ne disions pas que nous n'avons pas été éveillés, prévenus d'une situation qui peut être cataclysmique pour plusieurs personnes. Et donc, il le dit avec ses multiples cartes. En plus, c'est un appel pour que nous qui sommes dans les rangs du RDPC, qu'on soit exemplaires pour mener la campagne qui va avoir lieu. Nous ne nous cachons pas. Docteur Lombard est en train de nous dire au premier degré ce que certains disent en cachant dans un agenda caché. Et donc, c'est un appel pour qu'on resserre les rangs, qu'on devienne vertueux pour ceux qui ne le sont pas, parce qu'il y en a parmi nous ici. Quand vous voyez que 2 fils du littoral se battent sur une question comme ça a eu lieu pour le choix de l'entraîneur, Laurent Esso ne peut pas accepter cela. Il est le père de tout ce monde. Et il a l'occasion pour dire, prenez exemple, vous voulez faire l'imitation du chef, c'est-à-dire Paul Biya, soyez prudent et soyez vertueux. Quand vous voyez que Hervé a pris 5 minutes sans répondre à la question qui lui a été posée. Je ne sais pas si tout ça est clair. Non, je réponds. Parce que je réponds. Non, parce que ça fait 5 minutes qu'il nous balade. Il y a une question précise qui a été posée, Hervé. Paul me connaît. Oui. Et là, l'origine des dissensions. Mais c'est de ça qu'il s'agit, Hervé. L'origine des dissensions dans le sérail. Je ne vais pas faire un coup de psychologie. Moi, je fais de la politique. Quand on pose une question qui touche à la finance, à la banque, je réponds vite. Mais en politique... Non, je vais dire maintenant l'origine des dissensions. Très bien. L'origine des dissensions, ce sont des ambitions personnelles. Et qui ne sont pas souvent des ambitions compatibles avec l'intérêt général et la politique que le président nous propose. L'intérêt général de qui? Du RDPC ou de la nation? Paul, tu es un brillant procureur. Nous avons un intérêt général, c'est gérer les affaires de la cité. C'est-à-dire l'intérêt de Paul, Lombard, Hilaire. Et je veux vous dire, quand quelque chose va mal, vous pouvez être militant du RDPC, ça va mal pour vous aussi. Oui. Ce n'est pas réservé aux militants du PCRN, du MRC et tout. Ceux qui ont une réflexion en pensant que nous, on aurait un paradis du RDPC sur un tapis volant, et les autres, la misère, ils se plantent. Et pourquoi l'origine de ces problèmes, c'est aussi la cacophonie. Le gouvernement donne l'impression parfois qu'il y a plusieurs voies, alors qu'il y a une seule voie à suivre. C'est l'imitation de notre chef Paul Biya. Quand le président dit par exemple qu'aucun Camerounais ne devra prendre le maquis pour s'exprimer sur le territoire camerounais, quelle que soit la dissidence de ses opinions, et vous entendez qu'il y a des arrêtés qui menacent d'expulsion sur le territoire, sur un morceau de territoire, des gens qui diraient les propos qui ne plaisent pas aux uns aux autres,
C'est ça que Laurent Esso n'accepte plus. Pourquoi on n'a pas eu une sortie officielle du RDPC contre cet arrêté préfectoral? Je l'ai fait sur cette table. Non, sur ce plateau. Non, je suis Paul, je m'excuse d'en parler. Ici à Douala, Camille Ekinde est le chef de la délégation. Je suis de la délégation, je suis délégué permanent. Quand je parle et que je vous dis, je parle au nom du RDPC, c'est le RDPC. Je suis un démembrement du comité central. Et ce que je vous dis là, et Laurent Esso, quand il parle, indépendamment du ministre d'État, c'est le chef de la délégation régionale, mais c'est la voix du RDPC, du président national. Et je vous dis, l'administration n'est pas un organe de base du RDPC. Je l'ai répété ici, ça devient même cacophonique. Donc il faut cesser de penser que... Tu peux me regarder dans les yeux, l'administration, les sous-préfectures, dont plusieurs sont tes amis, le gouverneur, tout le monde, ce ne sont pas les démembrements du RDPC. Nous sommes dans un État impartial. Bon, nous construisons... Non, Paul, non, tout ne passe pas comme ça. Je connais ta capacité d'influence. Non, Paul, j'ai quand même été dans une équipe de campagne en 2018. Paul, nous sommes dans un État impartial. Nous construisons un État qui rend heureux tout le monde. Oui, avec des ratés. Et ce sont ces ratés que Laurent Esso dénonce. C'est-à-dire que si tout le monde respectait l'ordre public, l'intérêt général, on serait dans l'ordre public. Et Laurent, je termine. Laurent Esso... Est-ce qu'on peut dire que le ministre a le code BIA? Pardon? Il a le code? Oui. Laurent Esso est un des rares Camerounais qui a été à la fois directeur du cabinet et secrétaire général de la présidence. Tout à fait. Il a fait tous les ministères régaliens. Si vous doutez une seule seconde de sa capacité à interpréter la volonté et la posture du président, c'est que vous n'avez rien compris. On a quand même l'impression dans cette sortie que Laurent Esso questionne le casting du président. Attends, oui, merci de nous aider. La sortie de Laurent Esso, et ça, bon, je peux me permettre, c'est mon aîné, il sait combien je suis attaché à lui. Ça pose le problème de la sélection des hommes et des femmes. Oui. Ça veut dire qu'on a choisi parfois de façon malheureuse des hommes et des femmes qui ne sont pas à leur place. On comprend, il faut que les Camerounais, je ne veux pas parler Camerounais pour des imbéciles, vous comprenez? Ils doivent comprendre ça comme ça. Mais l'autre chose que tu as posée comme question, Léla, c'est de savoir, est-ce que par cette sortie, la seconde, qui est plus puissante encore, Laurent Esso n'est pas en train de confirmer qu'il y a un problème dans la régulation des jeux, des articulations du pouvoir. Et c'est là que je te dis que tu as utilisé une expression tout à l'heure, mais nous qui sommes, nous donnons un sens juridique et politique au terme, tu as dit l'authenticité des hautes instructions. C'est de ça qu'il faut parler. Vous comprenez? Parce que quand Laurent Esso dit, et il n'a jamais dit qu'il ne l'a pas dit, au magistrat, faites attention. C'est-à-dire que vous allez assumer personnellement, lorsque vous prenez une décision, que vous avez été inspiré par des hautes institutions non authentiques. Et c'est là que les Paul Maël et Lombard, ils ont un boulevard devant eux maintenant pour demander quel est le canal officiel maintenant par où passe ce truc. Vous comprenez? Et là, il faut qu'on ramène tout le monde dans l'ordre et qu'on siffle la fin de la récréation. Hilaire Zipan, est-ce qu'on peut ranger également cette sortie de Laurent Esso dans le sillage de la campagne électorale? Dans tous les cas, les hommes politiques posent les actes en fonction du calendrier tel que c'est défini. Ça, c'est la moindre des choses. Si vous me dites que ça ne nous traverse pas à l'esprit au mouvement progressiste que les élections commencent à se dérouler comment, c'est que vous vous trompez. Ça va évidemment. Mais je pense que dans tout ce qu'a dit Hervé, il faut interroger 2-3 éléments. D'abord, la personne qui parle. Magistrat de formation, haut commis d'État, sans discontinu, il faut le dire. Depuis 1982, sans discontinu. Et qui a occupé 2 fonctions extrêmement importantes dans l'architecture gouvernementale. Directeur de cabinet, c'est quand même une oreille assez très amoureuse. Et puis, secrétaire général de la République. Donc, il a été mis en exercice dans les hautes instructions, parce qu'il y avait quand même une délégation de pouvoir pour pouvoir le faire. Donc, il sait de quoi il parle. Le deuxième élément, c'est qu'il s'adresse à ce genre de militants que j'appelle une oligarchie prédatrice sans fin. Des gens qui pensent qu'une fois qu'ils ont eu le décret, ils ont donc le tout savoir. C'est-à-dire qu'ils deviennent le diplôme de toute compétence. Tu as ton camarade de classe qui est un promotionnaire, qui était un camp parce qu'il a eu un décret, il devient subitement intelligent plus que toi. C'est-à-dire qu'il commence à vous donner les directives aux mesures de la fonction. Et c'est ça le plus difficile. Et je pense que c'est à ceux-là qui s'adresse. Et il rappelle que le seul comptable, et pour nous les politiques,
le seul comptable pour nous, c'est le président de la République. C'est le seul comptable. C'est à lui qu'on s'adresse. La cacophonie gouvernementale ne nous intéresse pas. Si tant qu'un gouvernement est unique, il va sans dire que si je veux m'adresser au gouvernement, j'interpelle le Premier ministre, chef du gouvernement. Je n'interpelle pas les ministres. Ça ne m'intéresse pas guère. S'ils ont une compétence sur un département précis, oui, on relève l'incompétence. Mais celui qui assure la cohérence de cette architecture-là, c'est le président de la République, bien entendu, qui définit cette politique-là. Une fois que j'ai dit ça... Et non le Premier ministre. Et non, c'est le président de la République. C'est le président de la République qui définit et le Premier ministre applique, il conduit, il anime le gouvernement. Bon, mais donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on peut interpréter là-dedans? Venir le dire sur les terres de Douala et à un événement qui magnifie le président de la République, il faut le dire très clairement que moi j'en ai. Mais seulement connaissant le personnage plus ou moins très distant sur un certain nombre de dossiers, où on le sait souvent très réservé, il faut dire que le RDPC est dans une décadence extrêmement avancée. Très peu de gens encore suffisamment intègres y résistent. Bon, les gens comme les RV, c'est les gens d'une liberté qui se sont donné des vertus de conduire les choses publiques avec la conséquence divine. C'est-à-dire qu'en disant, ils se mettent un peu à l'abri. Mais les autres, c'est des gloutons. Ils ne s'incommodent guère. Ils ramassent tout au passage, sans ne pas se poser la question, quel peut être l'avenir des Camerounais. Et en ce moment-là, donc... Hervé ne sera pas d'accord que vous parliez ainsi de ses camarades. Non, mais c'est ça, ils ne sont pas d'accord. Mais je dis bien que c'est... c'est tous pourris, et puis, non, c'est pas tout pourri. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand on est au RDPC, on a l'abri de certaines dispositions. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est l'abri de tout ce qui est carnivore en ce qui concerne le ramassage de la fortune publique. Et c'est ça que nous décrions. Quand j'arrive sur des domaines suffisamment précis et qu'il y a l'expertise... Mais est-ce que c'est ce que promeut le RDPC? Non, ça ne promeut pas ça. Okay. Non, si vous voulez... Dans nos publications du RDPC, c'est écrit à Londres. Et je pense que Paul Maillet peut être d'accord avec moi. Paul Maillet, son frère, vient d'être nommé on ne connaît pas du port de Kribi et lui dit que tout le monde est incompétent. Oui, non. Je n'ai jamais dit que tout le monde est incompétent. Allez-y, il n'hésite pas. Non, je ne résiste pas ça. Non, je voudrais dire sur ce point-là qu'il y a un certain nombre de gens qui ont des vertus qui sont RDPC dans lesquels on peut faire attention. Mais je veux faire une révélation qui vous attend. Il ne revient pas à l'esprit, à moins que quelqu'un m'emporte le contraire, qu'on a trouvé le président Biya dans des scandales financiers. Jamais. Moi, à mon sens, je fouille partout, on met des mots dans les égouts, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas qui parler. Et je pense que c'est l'occasion pour moi d'interpeller le président de la République. Et là, j'emprunte Paul Maillet en disant donc, le président disait, c'est l'un des rares interviews qui restait, j'aimerais qu'on retient de moi comme quelqu'un qui a apporté la démocratie et naturellement le progrès. Et plus tard, quand il faisait ses 25 ans du RDPC, parce que le président Biya, parfois ces mots ils sont bien choisis, il disait « j'irai jusqu'au bout ». Jusqu'au bout, et ces délinquants en col blanc n'ont qu'à bien se tenir. Je pense que si l'on prend l'un cela et que le bras séculier de celui qui rend compte, qui s'assure que le pénitencier doit être bien tenu à la règle, c'est bien entendu Laurent Issou. Et il le dit. Qu'il serait sans état d'âme, il n'aura pas la main lourde. Ont entendu son discours. Et il a bien les concernés, c'était... En fait, et pour conclure, c'est qu'au RDPC, les gens confondent tout, Dr Lomba. Ils ont l'impression qu'une fois qu'on est victime de la discrétion du président de la République d'un décret, on devient subitement intelligent. Et ça, c'est les amis du RDPC. Le président ne nomme que les militants du RDPC. Ah ben pour la plupart de fois. Le président nomme des Camerounais. Non. Et Laurent s'adressait à tous ceux qui ont une délégation de pouvoir. Mais bien entendu, j'ai fait bien de son discours. Il l'a suivi. Il a été suffisamment astucieux et il a été très précis dans ce sens-là. Mais je voudrais dire qu'il faut extirper de la gestion de la chose publique une colonie des gens qui sont une oligarchie prédatrice qui ne vadouille que dans le RDPC. Non. Et c'est là-bas qu'on les trouve pour la plupart de ces gens-là. Et c'est là R2 doit les dénoncer pour la plupart. Des membres de ton parti. Mais vous avez reconnu tout à l'heure que le RDPC ne peut pas. Oui. Moi je vais répondre quand même parce que je suis un peu inquiet de sa posture en ce qui concerne le président Biya, qu'on pense qu'il doit partir l'année prochaine. Oui, mais bien sûr. Ça mais quand ça n'empêche pas. Il faut attendre son départ. Non. Ces dossiers dont vous parlez, il faut être prudent. Ah, donc vous pensez qu'il y a beaucoup de trucs dans les placards? J'en sais rien, mais quelqu'un qui est fort, comme le président Paul Biya, personne n'ose. Moi, j'étais à une cérémonie hier. Il faut écouter les fins des discours des gens. Mais les gens ont peur. Les gens changent d'agenda. Ils disent des choses pour faire plaisir, c'est de la flagonnerie. Ouais. Mais je dis, c'est quand quelqu'un meurt, n'est-ce pas, qu'on voit après
ce qui se passe. Ouais. Et pendant qu'il est à ce poste-là, on parle d'eux. Ouais, mais- Ça a été vrai pour Mobutu, ça a été vrai pour Houphouët-Boigny, ça a été vrai pour tous les autres. Oui. Les langues se délient souvent. Après, vous avez quelques rares fous, comme Laurent Gbagbo, qui a pu attaquer le vieux en direct. Ça n'existe pas. Ouais. C'est des exceptions. Ouais. Et moi, j'ai dit, je vous ai écouté, j'ai aussi écouté Paul Mahel, j'ai peur. Tu ne m'as pas écouté. Non, parce que toi, je connais ta position. Mais position, c'est laquelle mais c'est Paul Je vais Biaurien. te faire une confidence. C'est Paul Biaurien. Je vais te faire une confidence. Vous voulez dire le Donc, contraire? la parole une seconde. Oui. Le président Paul Biya, républicain, personne ne le conteste, il vient de le définir. Le président ne marche pas avec l'argent sur lui. Parce qu'il est l'argent. Il n'a jamais. Il est l'argent. Je le dis pourquoi. Il n'a pas de Je le dis pourquoi. Je le dis pourquoi. Et c'est normal, Non, mon président. C'est C'est normal. Je le dis pourquoi. Oui. C'est pas un homme d'argent. C'est pas un commerçant. Et tes comparaisons que tu as fait tout à l'heure, surtout avec une autre personne que je connaissais très bien, Comme qui? sont téméraires. Je ne cite pas les noms. Ah, il faut citer. D'accord. Non, non. J'ai été comme banquier au cœur des grands projets au Zaïre, à Inga. Venir ici sur ce plateau, comparer le président Paul Biya à Mobutu, je Non, crois il n'a pas que fait cette non, comparaison. non, Il n'a pas non. fait cette comparaison. Bon, Ah non, merci, merci, je ne l'aurais pas laissé Non, passer. attention. Merci, Non, il n'a pas fait cette comparaison. Merci. Allez-y, Paul Je Mahel. retire, Non, non, je voudrais, moi très rapidement, hein, je voudrais On parle de dire... quelque chose de précis. Merci donc. Non, je voudrais dire deux choses à la suite de ce que le docteur Lombat était en train de dire. La première chose que je voudrais dire, c'est que, et là je donne mon opinion personnelle. Oui. Moi, j'ai une autre conception du changement qui est différente de celle des politiques. D'abord, il faudrait que l'opinion publique qui nous regarde aujourd'hui fasse très bien la différence dans la scène politique entre ceux qui sont des techniciens et ceux qui sont des hommes politiques. Il y a cet amalgame-là qui Mais est touche fait. à tout. Moi, je me qualifie comme étant un technicien. Oui, Je suis un oui. spécialiste de la communication et j'apporte mon expertise aux personnes qui sont actives dans la politique. Je vais, par exemple, vous faire une confidence. Je dirige actuellement un cabinet qui s'appelle Cathédrale et parmi les gens Cathédrale. Oui, et parmi les gens que nous accompagnons des gens, des leaders de l'opposition. Il y a des gens du RDPC qui sont également dans notre portefeuille Les et noms. que nous accompagnons. Non, je vais pas. Le premier critère dans le métier que je fais, c'est la confidentialité. Donc, nous accompagnons des gens dans leur communication. Donc, ça, il faudrait qu'on fasse cette différence-là parce que être un acteur politique engage l'idéologie. Je peux très bien accompagner quelqu'un du PCRN, même si j'ai des différences idéologiques avec le PCRN. Il faut d'abord qu'on retienne ça. Maintenant, sur le plan du changement auquel le docteur Lombard faisait allusion, je pense que le discours Biya-Mosgo, c'est en résumé ce que je fais du propos, c'est dépassé et ça a montré totalement ses limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, le changement est d'abord et prioritairement systémique. Le docteur Lombard a bien fait d'évoquer au début de cet entretien la trop forte concentration de pouvoir entre les mains du président de la République. Et je pense que c'est l'un des problèmes principaux que nous avons dans notre pays. J'évoquais en blaguant, mais c'est quelque chose de relativement sérieux, qu'il faille recourir à la présidence de la République pour désigner un entraîneur de l'équipe nationale de football Fagnon. C'est quelque chose de... Et ça continue. Et ça continue. Et aujourd'hui, la vie de la République, à tous les niveaux, est reculée par Elle est amenée par des individus au palais. à la présidence de la République. Donc je pense qu'il faut réussir à apporter un changement de système. Parce que si on enlève le président Biya et que le système, lui, il continue à fonctionner, ce sera comme la tête de... Comment vous appelez ça? Qui va... Non, on a déshabillé Pierre pour remplacer Paul. Donc aujourd'hui... Donc, il doit rester en fait. Non, c'est parce que je suis... Non, on ne reste pas. Non, je pense qu'il faut avoir une méthodologie. c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que la conception ou alors notre travail sur le changement devrait être un travail de changement qui vise à faire partir le président Biya et l'ensemble des éléments qui apportent du poids au système. Et c'est là où je vais peut-être rejoindre Hervé pour dire que je n'ai jamais été, et je ne le suis pas encore aujourd'hui de ma modeste position d'analyste, en disant que tous ceux qui sont dans le RDPC est pourri. Je ne suis même pas de ceux qui disent que dès que le président Biya part, il ne faut pas que ce soit quelqu'un du RDPC qui... Non, moi je ne suis pas à ce niveau. Je suis pour... Et je pense qu'il y a des hommes de valeur qu'on retrouve dans le RDPC, même s'ils sont très largement, et là je partage l'avis, il est très largement minoritaire, mais je pense qu'il y a des hommes de valeur qui seraient capables de conduire les affaires de la nation. On a vu dans plusieurs pays, en Angola, celui qui a remplacé Dos Santos est sorti de son aile. Le président Macky Sall, qui vient de partir au Sénégal, était le premier ministre de Wade. Sonko et Diomaye Faye, que nous acclamons aujourd'hui, ont travaillé dans la fonction publique sénégalaise. Donc je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est trouver un Camerounais
et des Camerounais qui l'accompagnent dans son action, qui ont une vision grande du pays, Très qui bien. va au-delà de leur espérance de vie. Et ces Camerounais-là, il y en a dans l'opposition, il y en a dans le RDPC. En une minute, on sort de ce sujet. Non, c'est un sujet qui est tout à fait très On doit intéressant sortir de parce ce que sujet. la politique étant un rapport de force, du moins dans le champ politique démocratique, c'est un rapport de force. Construire l'opinion en donnant la force aux idées que vous prenez, et je pense que Paul Mayala vient de le dire, on a un régime extrêmement présidentialiste, trop fort, et avec un homme qui l'a incarné, avec ses défauts, j'en conviens avec vous que nécessairement ce n'est pas le départ qui va régler tout le problème. Mais comment construire le rapport de force maintenant du côté de l'opposition? Là est tout le débat. Et je pense que quand on a renvoyé le calendrier pour le mettre complètement, les élections présidentielles aux élections législatives, je pense que je suis venu ici à maintes reprises bien avant, dire que c'était le calendrier qui convenait le plus à l'opposition. Pourquoi? Parce que derrière les élections présidentielles se trouvent les élections en fait qui vont répartir les rôles. Exactement. Qui vont répartir les rôles dans l'opposition. C'est-à-dire qu'ils vont répartir les rôles au niveau législatif et au niveau communal. Et donc, il revient donc à l'opposition de pouvoir construire cette alternative-là à partir d'un homme suffisamment puissant ou d'un programme ou d'une stratégie, mais ne sont acteurs, et je le dis très clairement, que 18 partis politiques, y compris le RDPC. Et on peut extirper au fur et à mesure. Non, y compris le RDPC, Hervé, non, c'est pour faire de la globalité. Non, pour y compris le RDPC, ça veut dire que dans le rapport de force, ils veulent garder le pouvoir. C'est ce que j'ai dit, y compris le RDPC. Mais donc, dans ce cas-là, il faut construire cette alternative-là à partir de l'opposition. J'ai dit qu'il n'y a que 18 qui doivent être partie prenante de tout ce jeu-là. Ça fait que, à partir du moment où un certain nombre de partis qui sont suffisamment conscients de cette démarche-là peuvent élargir la démarche sur quoi? Sur l'accord électoral qui doit pouvoir définir l'accord de gouvernement par la suite. Et à partir de ce moment-là, donc, Hervé peut s'en rendre compte que tant que nous abordons ce problème-là, cette problématique de l'alternance-là, d'une manière disparate, évidemment, ils sont très à l'aise. Et il faudra donc le construire. Et c'est pour ça que je voulais bien citer ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire. Oui, non, mais je vais citer cela parce que les Camerounais n'ont pas le courage, je parle de l'opposition, de se regarder en face et de faire des choses. Non, on a ce courage. Non, c'est faux. On a ce courage. Je dis, il y a 2 jours, Simone Gbagbo a lu un communiqué qui regroupait le PDCI. Oui, parce que Laurent Gbagbo s'est marié il y a 2 jours, docteur. Tu le sais. Permettez-moi, c'est une femme en détresse. Le PPACI, GPS de Soro. Ouais. Donc il y a une nouvelle coalition qui est née et ça nous manque. Mais je peux dire, s'il vous plaît. 2 secondes. Oh là là, ça va pas être l'incantation. C'est là où se trouve le débat. Je prends juste 2 secondes pour dire au docteur Lombard. Je suis un chantre de la coalition. C'est ce à quoi je travaille depuis 2018. Vraiment essayer. Essayer de rassembler des gens. Mais je peux dire aujourd'hui, 6 ou 7 ans plus tard, que si nous considérons la coalition comme une panacée, nous commettrons une grave erreur. La coalition en elle seule ne suffit pas. Il faut au préalable définir. Et je pense que c'est. Mais c'est de ça que j'essaie de construire. C'est ça que j'essaie de construire. L'achoppement aujourd'hui, c'est. Oui, la coalition, mais qu'est-ce que nous mettons dedans? Et c'est quand vous dites qu'est-ce que nous mettons dedans que les rangs se dispersent. C'est un programme puis une coalition. Tout le monde le dit, c'est pas nouveau. Oui, mais c'est un programme commun et puis une coalition que tout le monde va suivre. Oui. Donc on n'a pas dit que c'est la panacée. Oui. On n'a pas dit, on l'a répété sur tous les plateaux. Mais il y a des débats depuis. Non. Mais je ne suis pas d'accord que vous disiez que les Camerounais n'ont pas le courage. Depuis 2018, ils le font pas. Il y a des ils le font. Ils le font. Non, ils le font. Docteur. Non, docteur, je ne veux pas l'accepter. Nous, avec 192. Nous, avec Akere Mouna, par exemple, nous discutons depuis 2018. Non, je peux les. L'ensemble des leaders de l'opposition, y compris le leader du PCRN. Il y a des évolutions. Il y a des évolutions. Non, je voudrais, docteur Lombard, je voudrais. C'est une émission sur l'opposition. Mais docteur Lombard, je peux dire quelque chose. Toi-même, tu as voulu renverser Cabral. Où tu en es maintenant? Oui, docteur Lombard, je te fais une révélation. En 92, le programme fédérateur était la conférence nationale souveraine. Vous avez demandé le programme et la méthodologie. Oui. Le programme fédérateur était la conférence nationale souveraine. Oui. C'était ça le programme fédérateur. Et pour pouvoir le conduire, il y avait ce qu'on appelle la coalition des partis politiques. L'union. Rapidement. Non, ça c'est une prédation. Rapidement. Il y avait un directoire. Un directoire qui était géré donc par le président Samuel Ebois, vice-président Nidjon Fondi, secrétaire général. Vous avez fini en douce. Donc, c'était ça. Elle a marqué son temps, mais elle a fonctionné parce qu'il y avait un certain nombre de gens qui avaient un idéal qui était la conférence nationale souveraine. Maintenant, l'idéal, c'est lequel?
Est-ce que nous, on se fixe comme idéal de faire partie complètement le système? Et là, Paul Mahé le dit, le système Biya et le président Paul Biya, ou est-ce qu'il faut faire partie Biya? Il faut qu'on le tranche. Très bien. Bien, une fois qu'on l'a tranché, on voit la méthodologie pour le faire. Quels sont ceux qui sont en capacité d'investir un candidat à l'élection présidentielle? Je le l'ai dit, il n'y a que 18 formations politiques. Comment faire pour pouvoir éliminer? Et je l'ai dit, je l'ai interpellé. Et je l'ai dit très clairement. S'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'opposition aujourd'hui qui doit pouvoir assumer la responsabilité de faire cette unité de l'opposition, c'est le plus ancien au grade le plus élevé. Et le plus ancien au grade le plus élevé, c'est Pierre Kouemo, qui a été vice-président de l'Assemblée nationale. C'est lui à qui reviendra. Et structurellement, on va éliminer progressivement pour arriver à celui qui arrive à nos conseils. Il n'y a que comme ça qu'on peut construire d'une manière scientifique, d'une démarche commune, d'une stratégie. Hilaire Zipan, merci. Pour sortir de cette émission en quelques minutes. Elle est difficile, on parle c'est pas le détournement de l'émission. On parle sport. Messieurs, pour sortir de cette émission, on parle sport. La Fédération camerounaise de football a annoncé cette semaine, ce sera vraiment quelques minutes, cette semaine, la résiliation du contrat de l'équipementier One All Sport. Hervé Emmanuel, est-ce que vous avez été surpris? Non. Pourquoi? Parce que ce contrat, le contenu de ce contrat n'était pas matérialisé. Par exemple, le bus. Par exemple, il y a plusieurs choses. Donc, quand vous avez un contrat qui ne produit pas les effets, parce qu'un contrat, comme on dit en droit, est synalagmatique, et il ne produit pas les effets escomptés, mais vous êtes en position de le rompre. Et croyez-moi, à la Fédération camerounaise de l'imbécile, il n'y a pas que des gens qui n'ont pas d'agrégation. La Fédération camerounaise de football. Et il n'y a pas que des gens qui n'ont pas d'agrégation, hein. Il y a des gens intelligents dedans. Par exemple, son secrétaire général. Ils ont bien lu le contrat, et s'ils l'ont résilié, c'est parce que les dispositions de ce contrat permettaient qu'on le résilie s'il ne donnait plus satisfaction au parti. Tout le reste du débat où on veut l'instrumentaliser, c'est comme toutes les autres affaires. Vous ne pouvez pas parler de quelque chose au Cameroun sans qu'on vous accuse de proximité. Par exemple, moi je suis soumis à ne pas parler, à ne pas dire que la Fédération camerounaise de football est bien gérée parce que mon neveu serait le président. C'est quelque chose d'incroyable. Même Jésus-Christ. Vous comprenez? Même Jésus-Christ avait une famille. J'ai rencontré un type parce que je lui ai dit quand même, ses arguments sont excessifs sur Samuel Eto'o. Comme il était Bamoun, il dit que je l'ai accusé qu'il le faisait sur le compte de l'ancien président. C'est le caniveau. Et je pense que lorsque la Fédération a le courage de le faire en disant non, on n'a pas le partenaire, il n'a donc pas les résultats qu'on attendait, certains vous disent il ne fallait pas rompre avec le coq sportif. Vous avez vu les Jeux Olympiques à Paris? Vous avez vu le coq courir là-bas? Il faut être sérieux dans ce pays. Alors, ce terrorisme intellectuel est inacceptable. Les dirigeants de la Fédération ont reçu mandat de leur Assemblée générale de conduire la Fédération jusqu'à son terme. Il n'est pas interdit aux Camerounais de dire ce qu'ils en pensent, mais ils ne sont pas là pour gérer les démangeaisons des gens. Docteur Lombat, est-ce que vous comprenez que cette rupture de contrat fasse autant de bruit? Non, mais autant parler. Fait le bruit au Cameroun. Parce que les sujets pertinents sont tellement en manque que tout fait le bruit chez nous. Tout fait le bruit. Un président d'une institution ou d'une association a signé un contrat avec une autre entreprise et qui estime qu'il est lésé, il dénonce, c'est tout. Ça devient un problème. Mais moi, je ne vois pas là le problème. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que dans les termes de contrat, il y avait les dispositions pour résilier? Voilà. Oui, mais on ne maîtrise pas tout ça. Mais s'ils ont estimé, il y a des juristes là-bas, il y a des professeurs, il y a tout ce qu'il a cité tout à l'heure. S'ils ont estimé que c'est ça, mais ils vont le faire. Avec certainement leur bon droit, pourvu que nous n'en pâtissons pas. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Hilaire Zipan, mais est-ce qu'il ne faut pas tout de même craindre que le débat ne se déporte devant les tribunaux, comme avec le code sportif? Je veux dire, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois que il faut bien que les avocats vivent. Il faut bien que les avocats vivent. Il faut que les avocats vivent. Il faut que les avocats vivent. Non, je pense qu'il faut être très simple. Il faut regarder le contrat et je pense que le président de la fédération ne peut pas se jeter comme ça n'a pas s'encadrer d'un minimum de machin. Il y a un secrétaire général qui est chargé d'application des textes. Et qui lui dit, alors là, si tu mets les pieds, voilà la conséquence. Et donc, par conséquent, il a dû regarder ça de très près avant de le faire. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'au Cameroun, c'est que dès qu'on veut on veut changer, ça pose le problème. Pourquoi on veut changer, ça pose le problème? La méthode de Samuel Eto'o, c'est comme ça. On attend la fin du mandat, après on verra si on va lui accorder un autre mandat ou pas. Aussi simple que ça. Mais et de là, les gens font l'interception pour pouvoir mettre des bâtons dans le roue pour une démarche. Moi, je trouve ça tout à fait pas très bien. Il est en droit de se fonder, de dire que ce contrat-là ne m'intéresse plus, je le romps. Même les pays les plus utiles au monde
on remplit ce contrat-là. J'ai vu la sélection américaine, pour ceux qui l'ont fait. Ils ont changé le contrat pratiquement à quelques jours du machin. Ils ont changé les contrats. Non, il ne faut pas qu'on fasse le juridisme partout. Il n'est pas donné son bon droit à fondement. La seule chose qu'on aura, c'est qu'à la fin de son bilan, qu'on lui dise, Monsieur Samuel Eto'o, vous avez dit vous devez faire ça, et vous avez fait ça. Et pour la plupart des fois, le RDPC refuse qu'on fasse son bilan. C'est pour ça qu'il veut qu'on vote quelqu'un sans ne même pas savoir s'il a un bilan positif ou pas. Pour que Paul reprenne globalement, parce qu'il va comprendre de quoi je parle. Je ne suis pas quelqu'un qui se balade dans les réseaux sociaux, parce que pour moi, pour la plupart, temps sont des caniveaux. J'ai lu quelque part, quand je vais à une émission, d'ailleurs, c'est une émission sur vous, j'en ai parlé hier, on dit Hervé Manuel comme elle là. Eh bien, on dit, méthodes comme défend les LGBT, donc tous les comme c'est la même chose. C'est la même chose. Vous voyez les raccourcis qu'il y a dans ce pays, ça devient agaçant et inacceptable. Donc quand il y a un débat citoyen, qu'on reconnaisse le droit aux gens d'avoir leur point de vue. Ouais. Vous devinez, moi je suis loin d'être de ceux qui soutiennent les LGBT. Le débat sur la FECAFOOT n'est plus un débat serein, c'est un débat de pour ou contre tel ou tel. Très bien. Paul Maël, on rappelle les poulains de Mac-Brice aborderont pour la dernière fois les maillots One All Sport les 7 et 10 septembre. La FECAFOOT va donc devoir lancer rapidement un appel d'offres pour trouver un successeur à One All Sport, vu que les Lions seront face au Kenya en octobre. Alors, je ne vous demande pas de lire dans une boule de cristal, mais pensez-vous que les candidatures se bousculeront, vu que c'est la deuxième fois en 2 ans que la fédération se sépare unilatéralement d'un équipementier? Je vais dire 3 choses. Allez-y. La première chose, c'est que je salue l'enthousiasme de Hervé, du docteur Lombard, qui pour une fois se sont accordés sur un sujet. La FECAFOOT a le droit de résilier le contrat qu'elle veut pour des conditions qu'elle veut. Je m'incline. Non, je dis je m'incline devant ça. Elle en a le droit parfaitement. Je veux juste signaler que je fais partie de quelques rares personnes il y a 2 ans qui disaient que ça allait finir comme ça et on nous avait traité d'oiseaux de mauvais augure à l'époque. Ouais. Je me limite à ça. Donc en fait la fin de One All Sport donne raison aux sceptiques comme vous? C'était pas du scepticisme, c'était une analyse bien construite sur un certain nombre d'éléments qui étaient probants et la suite des événements me donne raison. Je ne m'en vante pas, c'est pas un plaisir d'avoir raison dans ce genre de cas, mais je dis quand même qu'on l'avait dit et je pense que si le simple journaliste que je suis a vu ça, les personnes très intelligentes à la FECAFOOT que nous présente Hervé, eux aussi auraient pu le voir, ou alors l'avaient vu mais avaient voulu l'ignorer pour X ou Y raison. Ne revenons pas là-dessus, passons. La deuxième chose, pour répondre à votre question, non, je pense que Hervé l'a mentionné, il y a des personnes très intelligentes à la FECAFOOT. S'ils ont pris la décision de résilier le contrat, c'est qu'ils ont déjà en filigrane un équipementier dans le pipe. Mais quand je dis ça, on se souvient aussi qu'il y a 2 ans, on était parti sur des spéculations. Il y a ceci, on nous a sorti One All Sport. Donc peut-être qu'on peut avoir quelque chose, une nouvelle surprise. Je n'en sais rien, mais je pense qu'ils ont déjà réfléchi sur le sujet et ils savent très bien où ils vont. Moi, puisque je pense que c'est ma dernière prise de parole, j'aurais dû commencer par ça. Je voudrais sortir de ce plateau en rendant un vibrant hommage à une grande dame qui nous a quitté, Suzanne Kalalobe, qui était une aînée. À mon avis, elle était un peu comme Hervé quelquefois. Elle était un peu incomprise dans cet environnement politique, mais c'était une dame très, 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 très brillante. Et je souhaite également que les autorités du Cameroun trouvent une solution très rapide au malentendu, je préfère dire ça comme ça, qui oppose nos frères Bamoun et Tikar du côté de la droite. Merci Paul Maël d'avoir été avec nous ce dimanche, docteur Serge Alexis Lombard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Hilaire Zipan, ce fut un plaisir. Merci. On a besoin des gens plus intelligents, plus efficaces comme Paul Maël de temps en temps pour nous aiguiller, mais aussi que Hervé disait quand même qu'il tourne le bon côté parce qu'on a besoin d'une nouveauté pour que le Cameroun nous voit après Paul Biya. Merci également à vous, Hervé Emmanuel Com, d'avoir été avec nous. C'est un bonheur d'être en votre compagnie et je suis heureux d'avoir mon frère Paul ici. Il manque seulement une personne, mais elle était là à travers lui, c'est Camille Mim. Ah d'accord. Mesdames et messieurs, inséparables. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 21h30. Demain lundi, lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si Dieu le veut. Bon dimanche. Aujourd'hui, je ne te lâche pas. Si tu m'as rien là.